Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, podcast spécial. Dans le fond, on a reçu le meilleur ami de mon oncle, Pascal Lefebvre. Juste pour vous mettre en contexte, mon oncle, c'est Eric. On le dit plusieurs fois dans le podcast. Donc, salut à toi, Eric. Mais sinon, c'est ça, on parle de voyage beaucoup avec Pascal. Dans le fond, c'est pour ça qu'on l'a reçu principalement. Puis comme dans nos valeurs de notre podcast, le voyage, c'est très important, ben, on trouvait ça vraiment justifié de le recevoir à notre podcast. Exact. Puis, dans le fond, Pascal, c'est un professeur d'université. Puis, pour son travail, il fait beaucoup de formations, il fait beaucoup de conférences partout dans le monde. Et il a fait visiter 55 pays, qu'il nous a dit. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui mange du voyage. Puis, on a vraiment pu parler des enjeux reliés au voyage, de la bouffe qu'il a aimé, euh, tout ce qui est en lien avec les voyages, pas juste les endroits, mais tout le contexte du voyage. Exact. Le retour aussi de mon super segment pas cru d'humeur, avec des petites questions en surface, mais pour moi, il était assez long le segment, fait que je trouvais ça vraiment cool. Ces réponses étaient vraiment bien élaborées. Et je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez ce qu'on fait. Ça fait grandir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et ça conclut ce que je voulais dire dans l'intro. Donc, bon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hubert Rochelot, Mathieu Vizina ainsi que notre invité Pascal Lefebvre. Bonjour les gars. Yes, Antoine? Ça va bien? Merci Antoine. Good. Pas bien, toi. Oui, good. OK, aujourd'hui, on reçoit Pascal pour parler du voyage, parce que ça fait aussi partie de notre thématique dans notre podcast, le voyage. Puis on trouvait ça vraiment important de parler de voyage avec quelqu'un qui en a fait beaucoup dans la vie. Donc, justement, Pascal, pour toi, comment ça a commencé, les voyages? Oh, ça a commencé, je savais même pas que j'aimais ça voyager parce qu'avec ma famille, on voyageait pas énormément. Tu sais, je pense qu'on est allé à Toronto puis c'était comme le gros voyage, là, OK? Donc, non, ben je pense que c'est avec justement ton oncle, Eric, ça a commencé un peu avec lui parce qu'on avait fait un échange en Europe quand on était au bac ensemble à l'Université de Montréal. Puis, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait un stage, on s'était organisé un stage, comme ça, ils nous payaient nos billets d'avion. Puis, ils nous donnaient même de l'argent à chaque jour. Puis, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait profité pour rester là après notre stage. Fait que j'avais fait un petit peu de l'Europe. Puis, Eric, lui, était parti avec une de ses amies d'un côté, puis moi, avec une de mes amies de l'autre côté. Puis, on avait visité, comme j'étais là, en Grèce, en Italie, en France, tout dans un même voyage, tout sac à dos, puis à l'époque, on achetait les passes, là, les passes Eurorail. Là. Puis là, avec ça, tu pouvais voyager pendant un mois, prendre tous les trains que tu veux. Fait que ça avait été comme ça, je pense que ça a commencé. Puis j'ai dit, waouh, c'est moins compliqué que je pensais. Ça a été le premier voyage que tu as fait, ça? Ouais, premier voyage tu décides de hors du faire Canada, plein de pays en même temps. Tu es genre, tu commences, tu y vas. Tout, all in. Mais écoute, l'Europe, c'est comme tu fais quelques kilomètres, tu es dans un autre pays. Fait que c'est comme si c'était un gros pays tout ensemble avec bien des différences, c'est clair. Mais tandis qu'ici, tu sais, partir, je sais pas, j'habitais à Shawinigan, puis on s'en allait à Toronto, ben c'est un méchant ride là, en auto. Puis tu fais 3 pays là, en Europe là, sur la même distance. Là. Ouais, c'est ça. Surtout vrai, en ça. train, là, c'est tellement bien optimisé, là, le réseau. Mm-hmm. Justement, moi, j'avais été en Italie, puis justement, on a pu aller à plein de places différentes parce que le train, c'est super. Là, les TGV maintenant, là, ça va vite, puis c'est pas compliqué, puis c'est super simple, pas cher en plus, super écologique. Fait que les trains, c'est sûr que ça l'aide. Tu sais, si on avait ça pour le Canada vraiment aussi bien optimisé, ça serait pas pareil. Justement, toi, dans le fond, tu étudiais en orthophonie, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai quitté Shawinigan à 19 ans pour aller à l'Université de Montréal. J'ai fait mon baccalauréat puis ma maîtrise en orthophonie. Puis, je suis devenu orthophoniste. Puis, j'ai travaillé pendant 7 ans. J'étais surtout à Montréal. Puis après ça, je suis déménagé. J'ai habité dans Charlevoix, une super belle région. J'aimais beaucoup la nature. Fait que pour moi, je faisais du kayak, je faisais du vélo de montagne. Fait que c'était une place parfaite pour faire ça. Puis, j'ai travaillé comme orthophoniste là pendant 7 ans, puis je suis retourné aux études après. Fait que je suis retourné à Montréal, j'ai fait encore 4 ans pour faire un doctorat. Puis c'est après ça que je suis déménagé en Ontario pour travailler. OK.
Puis là, c'est à ce moment-là que tu as été engagé. C'était à l'Université d'Ottawa, la première université que tu as été engagé? Oui, exactement. Tu es bien informé. L'Université d'Ottawa, c'était le fun parce que c'était une université bilingue. Fait que je pouvais enseigner en français, mais des fois, je donnais des petits cours en anglais aussi dans des départements en anglais. Puis, j'ai beaucoup développé mon bilinguisme aussi anglais-français. Parce que, évidemment, vous le savez, là, en habitant au Québec, ben, parler anglais, on n'avait pas beaucoup d'occasions. Tu sais, on a nos cours, c'était correct, mais le parler, là, puis tu sais, aller chez Canadian Tire puis commander des matériaux en anglais, là, que je n'avais aucune idée. Donc, ouais, c'est surtout là que j'ai développé mon anglais aussi. Puis là, ben, maintenant, je suis pas mal bilingue. Là. Ouais, puis là, tu es à l'Université Laurentienne, c'est ça, à Sudbury? Oui, c'est ça. Puis Donc, là, c'est un peu plus au nord dans l'Ontario. OK. Puis là, ça fait combien de temps que tu es là? Là, ça va faire 6 ans en septembre. OK. Donc, toujours professeur dans une école d'orthophonie. Donc, j'enseigne encore aux étudiants au bac et à la maîtrise qui deviennent orthophonistes. OK, ouais, c'est cool. Mais justement, là, juste pour revenir au stage, parce que je trouve qu'on est allé vraiment vite dans le sujet de ta carrière, mais justement, là, tu as été faire un stage en Belgique. Moi, je me demande, c'est quoi la dynamique, tu sais, quand tu es dans un stage dans un pays étranger, tu sais, ça doit être différent d'étudier à Montréal, on s'entend? Oui, mais je pouvais dire qu'à l'époque, je pense que la formation qu'on avait en Amérique du Nord en général était plus avancée que ce qu'il y avait en Europe. C'était plus scientifique. Donc, quand on est arrivé là, il y avait même des affaires qu'on disait, ben ça, c'est de la vieille pratique. Fait qu'on n'était pas si perdu au niveau de les connaissances, ça non. Mais c'était plus la culture. Déjà, écoute, on était trois, là, on avait une amie, France, on était trois colocs en fait. Moi, Eric et France. Puis on s'est loué un appartement, OK? On s'est retrouvés dans des appartements sur le campus de l'université. Puis on ne sait pas trop comment ça marche. Puis on apprend tout sur le tas. Tu sais, on n'a jamais été en Europe, personne. Mais il y a le décalage horaire. Puis là, le matin, il fallait être au stage. Puis en fin d'après-midi, c'était la nuit pour nous autres. On était fatigués. Même qu'il y en a une qui a dormi pendant... Tu sais, on était en stage. Des fois, on était juste 4 dans une salle. Il y en a une qui s'endormait. D'autres, on se donnait des coups. C'était plus ça qui m'a marqué. Tu sais, c'était pas nécessairement le côté comme connaissance. Ça allait. Je pense qu'on avait une bonne formation, mais c'était plus le côté que s'adapter, s'adapter à tout l'environnement, s'adapter aux heures. Aussi, c'est plus formel en Europe. Tu sais, t'as les professeurs puis t'as les étudiants. Nous, c'est plus égalitaire les rapports. Ça aussi, tu sais, je pense qu'ils nous trouvaient un peu spécial parce qu'on faisait des jokes avec les professeurs puis ils nous regardaient en voulant dire ouais, vous n'êtes pas gênés, vous autres. Ouais. Puis justement, est-ce que c'était tout prévu après ça que tu allais partir en Grèce, en Italie, ou tu l'as décidé rendu là-bas, OK, je vais aller à tel endroit, puis... Ben, j'avais lu. Tu sais, je m'étais dit, j'aimerais aller là, mais j'avais fait aucune réservation. Donc, je savais que je voulais aller là. On s'était fait un plan. Mais tu sais, les plans que tu fais, à l'époque, il n'y a pas Internet, là, il faut se rappeler, là, c'était en 1994, ça commence à peine. Donc, là, tu t'achètes un livre, tu espères que c'est à jour, puis t'appelles pas des longues distances en Grèce, puis ils parlent pas français puis anglais. Fait que tu fais juste y aller. Mais c'était, tu sais, je veux dire, c'était l'époque aussi que les voyages, je pense, c'est plus comme maintenant. Les gens voyagent beaucoup. Fait il y a beaucoup de gens dans les villes touristiques, puis c'est dur de trouver une place pour dormir quand dans la haute saison. Mais à l'époque, tu sais, c'était pas comme ça. J'étais arrivé en Grèce sur un bateau, on s'était endormi sur le bateau, on se fait donner des coups de pied parce qu'on se réveille, parce qu'on s'était endormi sur le bateau. Puis là, ils nous crient après en grec, on sait pas c'est quoi. On se ramasse dehors, on se rend compte que on est sur le bord d'un port, puis là, toutes les villes sont en haut, c'est les montagnes, puis on est comme, comment on va là, nous autres? Faut-tu marcher à pied? Où est-ce qu'est le monde? Ben, le monde, lui, il s'était réveillé, il était préparé, puis il avait pris des motos, puis il était tout parti. Nous autres, on s'est ramassé à pied. Il y a une madame qui nous a ramassé avec son pick-up. Elle nous emmène dans une ville. Tu sais, c'était vraiment plus... comment dire ça? C'était plus rudimentaire, les voyages. Mais en même temps, il y avait des infrastructures quand même. Tu sais, comme la Grèce, c'était pas, tu sais, c'était même pas l'Europe à l'époque, là. Ça faisait pas partie de l'Union européenne. C'était le DRAC, c'était un argent juste de la Grèce. C'était très différent. Tu sais, maintenant, là, écoute, tout est tellement organisé. Donc, pour répondre à ta question, Antoine, c'était vraiment, on avait une idée.
qu'est-ce qu'on voulait voir, qu'est-ce qu'on veut pas manquer, mais on y allait comme on pouvait. On espérait que ça en entrait dans le temps. C'était go with the flow. Là. C'était comme on y va, puis on sait pas combien de temps on va à telle place. Puis... C'est ça. C'était au jour le jour, vraiment, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis si on aimait une place, on restait plus longtemps. Mais je me rappelle qu'on avait quand même lu, tu sais, pour pas passer à côté de quelque chose d'important. Ça, c'est plate. Tu sais, tu vas dans un pays, puis là, tu es loin, tu sais que tu reviendras pas, puis tu passes à côté de 2, 3 grosses affaires parce que tu n'es pas organisé. Ça m'enrage, par exemple. Donc, je m'arrange quand même pour que les grosses affaires, je vais y faire. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est quoi justement que tu retiens de ce premier voyage-là, que tu ferais différemment, mettons, pour tes autres voyages que tu as faits par après? Je le ferais pas différemment parce qu'à l'époque, c'était tellement le fun. Tu sais, j'ai même pas de mauvais souvenirs. La seule mauvais souvenir, c'est que j'ai loué une moto, puis que j'ai pogné le champ avec la moto, puis que j'étais toute graffinée, puis tout en sang, puis j'avais scrappé le bicycle, puis j'avais essayé de faire accraire au gars qui m'avait loué le bicycle que le vent avait fait tomber la moto, parce qu'il ventait, là. Il vantait, c'était fou, là. Puis là, je disais, the wind, the wind. Puis il était comme, no wind, no wind. Puis là, c'était comme, 400. Fait qu'il disait toujours 400. Puis là, je me disais, 400 piastres, j'ai pas l'argent, tu sais. Mais c'était 400 drachmes, ça valait comme 5 piastres. C'est comme, OK, lève-le, toi. Puis je me rappelle, j'étais tout scratché, puis j'avais mis mon linge long pour pas qu'il voie que je m'étais scratché. Fait il y a peut-être ça, je ferais peut-être plus attention avec la moto, mais tout le reste, là, je ne l'aurais pas changé. Tu sais, je me suis donné la liberté d'explorer au fur et à mesure, puis c'était la meilleure façon. Mm-hmm. C'est ça que tu conseilles justement pour du monde qui aimerait ça voyager puis qui ne savent pas nécessairement quoi faire, où aller, ce serait, vas-y, tu sais, quand tu as du temps, voyager puis prendre son temps, c'est le fun. Tu sais. Quand tu as un délai de 2 semaines, mais là, tu es stressé, tu es pressé, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu ailles faire telle place. C'est ça aussi qui est différent, là, surtout. Là. Tu sais, là, tu disais que tu avais le temps d'aller où ce que tu voulais. Fait que c'est super le fun. On avait comme 1 mois ou 2. Donc, c'était en plein été. C'était l'idéal. Ouais. Mais comme tu dis, c'est important quand même de ne pas manquer les choses que tu veux voir. Je vais te donner un exemple. J'étais en Espagne l'année passée. Puis, il y avait vraiment des villes que je voulais voir, puis il y avait des sites historiques. Tu sais, écoute, il fallait réserver des semaines d'avance, je ne savais pas. Tu sais, puis pourtant, j'étais assez organisé en général, tu sais, puis je suis capable de planifier, mais ça, je n'avais pas lu là-dessus. Je m'étais dit, l'Alhambra, c'est quelque chose que tout le monde va voir. Tu sais. Mais non, les billets étaient tous pris quand je suis arrivé. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, là, je suis ici dans cette ville-là, puis je ne peux pas aller voir ça. Voyons donc. Fait que j'étais allé visiter d'autres villes. Je me suis acheté un billet. J'étais allé visiter d'autres villes pendant ce temps-là, puis je suis revenu à cette ville-là. Fait que, il y a des choses comme ça auxquelles il faut que tu fasses attention. Mais sinon, c'est toujours de se faire un plan général, lire. Ça, c'est important. Lire avant de partir. Comme ça, tu n'as pas le temps de lire. Tu ne veux pas passer ton temps dans des guides. Fait que je lis beaucoup sur Internet, puis je m'achète toujours un guide papier parce que dans certains pays, des fois, le réseau n'est pas très bon. Donc, j'ai une carte, j'ai un guide papier, puis évidemment, avec mon téléphone. Mm-hmm. Puis justement, c'est quoi la suite après ce voyage-là de pratiquement 2 mois? Là? C'est quoi tu as fait par après? Tu es retourné aux études, après ça, tu as travaillé, mais tu as dû continuer de voyager là, parce que tu as dû avoir la piqûre après ça? Oui, mais je voyageais beaucoup au Canada. Okay. J'adore voyager au Canada, juste le Québec. Toutes les régions, là, je les ai à peu près toutes faites, sauf le Nunavik. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Ça va venir, ça, je veux le faire. Mais le reste, je l'ai tout fait. Écoute, j'ai fait toutes les régions, j'ai vu le Québec. Après ça, j'ai commencé à explorer d'autres provinces. Je voulais aller en Colombie-Britannique, je voulais aller en Alberta. J'ai fait toutes les provinces, sauf les territoires. Ça, je ne les ai pas fait encore. C'est des voyages qui coûtent très cher. Puis quand j'ai commencé à mieux connaître le Canada, je découvrais plus les États-Unis. Tu vois, j'étais allé dans les villes. J'allais, mettons, à San Francisco. J'étais allé à Boston, par exemple. Après ça, j'ai fait plein de villes comme ça. Puis, en même temps, vu que je travaillais, il y avait des congrès des fois. Fait que, tu sais, il y avait des congrès comme aux États-Unis. Ben, je m'inscrivais au congrès puis j'allais là. Ça me faisait un voyage, tu sais. Puis c'est un peu comme ça, je pense que en aimant ça, puis en me rappelant de ce que j'ai fait en Europe, là, j'ai commencé à voyager dans d'autres pays. Fait que je pense que mon plus gros voyage que j'ai fait comme deuxième, là, après celui-là, c'est d'aller au Vietnam.
OK. Puis ça, c'était encore, ça a fait un bon bout de temps, puis c'était pas toujours aussi organisé que maintenant. On n'avait pas encore l'Internet. Fait que ça aussi, c'était un beau voyage où c'était préparé en général. Parce qu'à l'époque, vu qu'il n'y avait pas Internet, les gens ne réservaient pas beaucoup d'avance. Mais je peux dire que depuis l'arrivée de l'Internet puis des téléphones mobiles, ça a changé toute l'image. Tu peux plus voyager comme on va me trouver une place à coucher. Tout est réservé, c'est plus pareil. Ouais, c'est ça. Donc, ça me manque des fois, tu sais, de faire un peu des voyages comme à l'époque. Ça me manque un peu. Les gens voyagent plus, puis les gens réservent plus. Fait que des fois, tu te retrouves dans des places, ça te tente pas de dormir, mais pas grave, on va dormir là pareil. Ouais. Puis, t'as comme le goût de te dire, je vais réserver la prochaine fois. Il pense 2 fois, l'autre fois, tu y retournes. J'avais une question, je me demandais, parce que ça se peut que j'aille au Vietnam dans 1 ou 2 ans. Et je me demandais, t'es allé à quel endroit, puis c'est quoi que tu as aimé en particulier de ce voyage-là? Ben, le Vietnam, comme tu sais, c'est un pays qui est vraiment étroit puis qui est du nord au sud. OK? Il faut vraiment que tu fasses le nord puis le sud, ça c'est clair. OK? Parce que le sud est vraiment une autre partie. Le sud est vraiment relax. Même si les villes sont très occupées puis qu'il y a plein à Ho Chi Minh City, il y a plein de motos. Tu apprends à traverser les rues juste en marchant à travers les motos puis tu espères qu'ils ne te frappent pas, mais personne ne te frappe. C'était une atmosphère relaxe. Puis tu as tout le delta du Mekong qui est là. Puis tu peux partir en aventure pendant 3-4 jours en bateau. Je me rappelle, on a fait du bateau, de la moto. On était mis dans des trailers à un moment donné. Ils nous ont transportés un peu partout. Puis c'était toutes des petites entreprises locales qui organisent des petits voyages de 4-5 jours dans le delta du Mekong. Fait que ça, là, à faire absolument. Puis si tu vas au nord, évidemment, le nord est plus austère, je trouve. Il y avait plus de touristes aussi, puis on dirait qu'ils savaient comment enfirouaper les touristes un petit peu plus. Sauf que tu peux prendre le train puis aller vraiment proche de la Chine, puis aller dans les montagnes. Et là, c'était vraiment sauvage. Je fais des treks, tu peux traverser des villages, puis tu dors chez les gens. Puis ça, c'est organisé encore par des petites compagnies locales dans les villes, puis c'est super le fun à faire. Fait que fais le sud et le nord pour sûr. Ça, c'est faut que tu fasses ça. Ouais. Là, dans le sud, là, les grosses villes dans l'Orient, ça doit tellement être un chaos. Là. Juste que tu parlais de tous les chars du monde partout, puis on dirait que c'est un chaos, mais organisé. Tu as raison. C'est comme le monde. Ça. Il n'y a jamais de problème. Ils font tout le temps, ils roulent, puis ils font jamais d'accident presque. Mais tu checkes ça de l'extérieur, là, t'as mal à la tête pour eux, puis t'as peur. Là. C'est calme. C'est comme s'il faut enlever nos préjugés canadiens là, de bien organisé, puis de mon attendant en ligne, puis tout ça. Puis se dire que ça peut être civilisé, même si c'est pas comme ça. Puis c'est une autre façon d'être civilisé. Il y a ils ont une pensée collective. Nous, on a une pensée très individualiste. Les autres, ils ont une pensée collective. Fait qu'on est tous ensemble, puis on s'organise pour que ça marche. Nous autres, ça marcherait pas parce que tout le monde est assez individualiste avec la chicane pognerait. Mais là-bas, ça pogne pas, la chicane. Personne se chicane entre eux. Nous autres, on chicane. c'est pas la même mentalité, mais tu as raison, ça a l'air d'un chaos pour nous. Mais eux, quand ils nous regardent, ils trouvent ça froid un peu. Oui, mais oui, je les comprends. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça aussi la différence entre notre culture et leur culture. On est super différents. Tu le dis, là, le fait de se faire trimballer dans un trailer, ça ne serait pas ici. Là. La notion de ce qui est safe ou sécuritaire, c'est tellement drôle. Dans d'autres pays, tu te dis ah mon Dieu, ça au Canada, on n'aurait pas le droit de faire ça. Mais tu es content de le faire. T'sais. Au Canada, il n'y a pas une place où tu n'as pas une clôture pour t'empêcher de tomber. Tu n'as pas une pancarte qui te défend d'aller là, dans les là. Tu t'en vas en Inde, là. Écoute, tu es sur le bord du précipice. Il y a 3 petits jeunes assis sur le bord du précipice. Tu te fais des babas, ils viennent t'asseoir avec nous autres. Puis comme, je suis pas sûr. Il y a un tic du Bengale de l'autre bord qui te regarde. Là. oui, c'est ça. Puis la vie est belle. C'est normal. Une journée normale en Inde, ça. C'est ça. Puis y a-t-il quelque chose justement que tu retiens de ton voyage du Vietnam que c'est comme ça, là, ça a été vraiment genre incroyable. Puis faut que Mathieu le fasse. Là. Je pense que c'est les treks dans le nord. Ça s'appelle Sapa, la ville. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'était vraiment quelque chose. Puis on voit les gens comment ils vivent dans les montagnes. Faut pas oublier que le Vietnam, c'est un pays socialiste. Puis voir la ville
ressemble un peu dans le sens que c'est ouvert sur le monde. Puis les campagnes, écoute, il y a des villages où je suis allé, là, puis quand j'enlevais mes lunettes, les enfants avaient peur parce que j'avais les yeux bleus. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. C'était quelque chose, là. Ouais. Puis il y avait une enseignante, elle venait, puis elle expliquait aux enfants qu'il y a des blancs qui ont des yeux bleus. Puis les enfants avaient vraiment peur de mes yeux. Fait que, il fallait que je mette les verres fumés pour pas qu'ils aient peur. Fait que ça, là, si tu peux aller faire ça, t'as la vie rurale. C'est ça qui est bien. Tu vois qu'ils travaillent super fort, puis c'est eux autres qui nourrissent la nourriture, là, ils font le riz et tout ça, puis qui nourrissent le reste du pays. Puis ils sont vraiment... il y avait même des villages où j'avais pas le droit d'aller. Puis j'étais allé pareil. Ben, il y a des pancartes, puis ils disent « défendu aux touristes », parce que c'est un pays socialiste, puis ils veulent pas que... À l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça, mais ils voulaient pas que qu'ils soient en contact avec d'autres cultures ou d'autres, pour qu'ils voient que leur vie pourrait être différente que ce qu'ils ont en ce moment. C'est vraiment un peu, là. Ben, c'était contrôlé, ouais. Disons que leur vie est assez... sont gardés dans une certaine boîte parce qu'ils sont très utiles, ils coûtent pas cher, puis ils donnent la nourriture. Mais tu sais, je me dis, nous, qui on est pour juger ça? C'est peut-être si c'était la meilleure chose à faire, j'ai aucune idée, mais je sais qu'on n'avait pas le droit. C'est dans ce village-là qu'ils ont eu peur des yeux. Pas qu'il y ait des touristes, elle savait qu'ils peuvent avoir peur des yeux bleus. Puis c'est ça, justement, ton emploi fait en sorte que tu as la chance de voyager partout dans le monde. Tu sais, c'est aussi un avantage. Là. Eric, il me disait justement que tu donnais des formations partout dans le monde. Là. Puis justement, peux-tu nous en parler de ça, comment tu vois ça, tu sais, le fait d'aller former du monde à un endroit vraiment différent du tien. Là. Puis moi, je me demandais aussi si je peux compléter la question, Antoine. Je me demandais, genre, à la base, est-ce que c'est quelque chose qui t'a comme convaincu à aller dans ce programme-là à l'université? Parce que tu savais que tu fais voyager par après. Ben, en fait, non, parce que j'avais pas encore vraiment la piqûre des voyages quand je me suis inscrit dans ce programme-là. Puis, quand j'étais orthophoniste, je pouvais voyager, mais quand même, il ne faut pas oublier, je suis orthophoniste en langue française. Donc, puis mon anglais n'était pas très bon à l'époque, donc je ne pouvais pas vraiment quitter la francophonie. Donc, quand tu es rendu prof d'université, ben là, la langue internationale de la recherche, c'est l'anglais. Fait que partout où tu vas, tu peux présenter tes travaux de recherche, tu peux proposer même des approches, comment on organise nos programmes universitaires pour enseigner nos étudiants. Il y a plein de choses qu'on peut présenter à l'international en anglais. Fait que c'est là que je pense que j'ai comme vu l'avantage d'aller faire des conférences à l'extérieur, puis de combiner toujours travail, puis après ça, toujours garder du temps pour visiter les lieux. Fait que je suis allé souvent en Belgique. Donc, j'ai un attachement particulier avec la Belgique. Maintenant, j'ai des amis belges. Je peux coucher chez des gens en Belgique maintenant. Puis, quand je vais en Belgique, c'est comme mon pays d'adoption un petit peu. Quand je vais là, je sais tout comment ça marche. Puis, c'est facile, tu sais. Comme Montréal pour toi. Oui, c'est ça. Puis, j'y vais presque à toutes les années faire des formations. Puis, maintenant, c'est plus la France. Ça commence beaucoup en France, beaucoup de demandes. Puis, avec la COVID, ben c'est plus... compliqué maintenant. Donc, il y a beaucoup des formations comme là, je suis allé au Liban, formé au Liban. Le COVID ça nuit, puis la situation économique du pays va très, très mal. Puis il y a eu l'explosion aussi au Liban dernièrement. Ouais. Donc, ça a annulé plein de projets, mais c'est juste pour montrer qu'on peut combiner ça. Mais des fois, je présente, quand je suis allé présenter, aux États-Unis, je suis allé présenter en Australie. Tu sais, donc, c'est vraiment le fun de pouvoir aller dans d'autres pays puis de partager ses connaissances avec des chercheurs. Mais, comme je dis, moi, je ne vais pas juste à la conférence puis je reviens. Il y a bien des profs qui font juste ça. Moi, je vais à la conférence puis je reste une semaine ou deux. C'est là, après ça, que tu peux vraiment faire ton tourisme, je peux dire ça de même. Là. Puis justement, c'est quoi que tu retiens du fait de voyager après tes conférences? Tu sais, t'as nommé l'Australie. Tu as nommé que tu aurais aimé ça aller au Liban. C'est quoi que tu as fait que tu trouvais que c'était particulier? Bien, je vais te donner l'exemple de l'Australie. La conférence, c'était l'été au mois d'août. OK, là-bas, c'était plus le printemps, disons. Puis, c'était au nord du pays. Puis le nord, là-bas, c'est chaud. Le sud est froid. OK, c'est l'envers de nous autres. Donc, fait que je m'en vais là, puis c'était dans le nord. Fait qu'il faisait quand même assez beau. Puis, ce que je retiens, c'est
souvent, les gens vont là, ils vont travailler puis ils reviennent, puis ils ne profitent pas, là. Puis même pendant la conférence, ils faisaient toutes les activités de la conférence. Non, moi, je me sauvais de la conférence quand les conférences étaient finies, puis j'allais dehors, j'allais visiter des choses, je prenais des autobus. Les gens, souvent, ont peur de sortir parce que c'est pas organisé. Hein, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu cette mentalité-là que je garde. Quand je vais là, n'aie pas peur, puis sors de la conférence, puis tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas aller voir des nouveaux endroits. Puis, tu sais, l'Australie, j'ai fait toute la côte nord-ouest de l'Australie. C'était merveilleux. Puis, j'ai fait ça tout seul. J'avais le rêve de flatter un kangourou, ben j'en ai flatté. Puis je voulais tenir un koala, puis j'en ai tenu un, tu sais, comme tout le monde, là. Mais j'ai fait d'autres affaires, tu sais, j'ai loué ma voiture. Puis ça, c'est une autre affaire en voyage. Oser louer des voitures puis se promener par soi-même. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Écoute, j'étais allé partout. Les gens locaux me disaient, ben oui, il y a une super plage, là, il n'y a pas grand monde. Je prenais le char, j'embarquais dans une trail, je louais un 4x4, je me ramassais sur une plage. Personne. C'était vraiment magique, là. Fait que des choses touristiques un peu, là. Sort des sentiers battus, exact. Ouais. Puis il faut les faire, les choses touristiques, je veux dire. Tu sais, tu vas pas en Égypte sans voir les pyramides, tu sais. Tu vas aller voir, j'espère. C'est toujours comme ça. Mais il n'y a pas juste ça. Il ne faut pas que tu te dises, je vais faire juste ça. Il y a d'autres choses. Ouais. Mais tu sais, je pense que tu l'as un peu répondu tantôt en parlant de ton type de voyage, mais est-ce que tu es plus du genre à faire un voyage style tout organisé ou plus genre style backpack? Tu sais pas où est-ce que tu t'en vas vraiment, mais tu sais, tu as une liste de choses à faire, tu as une bucket list, mais après ça, c'est je m'en vais où ce que je veux. Tu sais, justement, as-tu déjà fait des voyages justement plus organisés, puis ça a fait en sorte que là, tu t'es rendu compte que là, OK, non, j'aime vraiment plus aller où ce que je veux quand j'ai envie? Il y a peut-être 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que pour moi, me ramasser avec bien du monde en voyageant, j'aime pas ça. OK? Parce que voyager en groupe, tu vas à la vitesse du plus lent, puis moi, je marche vite. Puis moi, je marche longtemps. Puis traîner du monde, ça m'enrage. OK? Fait que ça, non. Puis je travaille toujours avec du monde. Je suis toujours en équipe, je suis devant des classes. J'ai besoin d'être plus tout seul. Donc, ça, pour moi, c'est un aspect pour ça que je pointe le groupe. Mais par exemple, je suis allé en Égypte l'hiver passé, puis en Égypte, c'est compliqué de visiter tout ça par soi-même. C'est plus compliqué. Pas que ça se fait pas, ça se fait, mais c'est pas mal plus compliqué. Puis je voulais quelqu'un qui connaît ça, l'égyptologie, qui connaît les pharaons, puis les pyramides, puis les temples. Je voulais quelqu'un qui connaît ça. Fait que ça, j'ai pris une compagnie qui faisait des groupes de 10 personnes. Fait que je me dis, OK, je suis pas avec un groupe de 30. Puis il demande un certain niveau physique. Donc, si tu as des problèmes physiques, tu peux pas participer à ça parce que ça demande de marcher beaucoup et tout ça. Puis ça, tu vois, je suis d'accord pour des destinations compliquées où tu risques vraiment de perdre ton temps à essayer de l'organiser toi-même. Puis j'avais pas énormément de temps. Fait que j'ai fait 2 semaines, puis j'ai à peu près tout vu, tout ce que je voulais voir là-bas. Puis même, j'ai fait un bout moi-même tout seul. Tu sais, il y avait des bouts, comme quand ça a été terminé, ben j'étais au Caire, puis là, je prenais des taxis, puis j'allais voir plein d'affaires tout seul. Le monde disait, mon Dieu, comment t'as fait ça? Non, il n'y a pas de danger. Souvent, il n'y en a pas de danger. C'est rare, je me suis senti en danger dans des pays. Donc, ça, c'est l'aspect groupe. Organisé, je peux le faire, mais pas trop groupe. Puis l'autre chose aussi, dans les affaires organisées, souvent, dans plusieurs pays en tout cas, c'est qu'ils vont t'emmener à des places que ça ne te tente pas. Comme là, ils vont t'emmener dans un magasin pour que tu achètes des tapis. Il faut que tu amènes dans tel magasin. Moi, là, je voyage avec un sac à dos. J'ai pas de place pour traîner un tapis, puis traîner ci, puis traîner ça. Puis j'amène pas des gogos dans plein mon sac. Moi, j'achète rien. Moi, je dépense mon argent pour manger, pour dormir, puis les musées, les affaires que je veux voir, tu sais. Puis j'arrive, puis je reviens peut-être des fois avec des photos. Ça, c'est ça mon souvenir. Mais pas des gugus, là. J'amène pas ça. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qui m'énerve dans les voyages organisés. C'est le magasinage. J'ai toujours une partie magasinage. Puis moi, j'ai haï le magasinage. Fait que, tu vois, c'est un peu ça. Organiser. J'ai fait là des resorts. Là. Tu sais, j'ai essayé ça là, à Cuba. Puis je m'ennuie. Tu sais, c'est long. Je trouve ça long. Fait que j'aime ça. Pour moi, là, c'est me changer les idées, d'apprendre des nouvelles choses, puis
puis de manger local, pas de manger du manger qui ressemble à du local, mais qui l'arrange pour pas que toi, tu aies de la misère à le digérer. Non, non. Je veux le digérer comme tout le monde. Puis oui, des fois, je suis malade, mais c'est pas grave. Tu vas avoir vécu l'expérience au maximum. Ouais. L'immersion complète. Oui, complète. Puis justement, tu parles de nourriture. C'est quoi la chose la plus weird que tu as mangée, mettons? Ben, des sauterelles au barbecue dans de la guacamole. C'est super bon. Ah, au Mexique, il y en a mettons, j'allais des marchés aux puces, ils vendent des sacs de sauterelles au barbecue. C'était super bon. C'est comme des chips, des dents qui te restent poignées, des petites jambes là, qui te restent poignées entre les dents des fois. Mais ça, c'était weird. Puis au Japon, mais c'est pas moi, ça c'est mon chum qui l'a mangé. Moi, j'ai pas osé, mais il l'a mangé devant moi, puis j'ai eu mal au cœur tout le long du repas. Des yeux de thon. Là, puis gros de mer. C'était bouilli dans du jus, là. Puis on savait pas ce qui se mangeait et ce qui se mangeait pas. Tu sais, genre, les cristallins, là, quand ça cuit, ça devient comme une balle de ping-pong. Je vais te montrer, c'est gros de mer. Là, il est gros de mer. Puis là, il était là, puis il mâchait ça. Puis la madame est venue nous voir, elle a dit non, mange pas ça. Là, tu manges ça. Puis là, elle montrait toutes les espèces de tirailles puis de muscles visqueux. Puis c'est ça qu'il fallait manger. Moi, je dis non. Il dit ça goûte le poisson. Je dis non. Laisse faire, non. Je vais manger d'autres choses. Fait que ça, je pense, c'est l'affaire la plus weird. Mais on a mangé aussi, c'était aux États-Unis, dans un restaurant philippin, des Philippines. C'était un œuf où il y a un poussin, mais il n'est pas pleinement grandi. Okay. Tu manges le poussin. Qui n'est pas pleinement grandi. C'est un fœtus de poussin. Puis il y a des petites plumes dedans. Mais ça goûtait la soupe au poulet. C'était pas si pire. Ça goûtait la soupe au poulet. Je vous le jure. Ça goûtait la soupe Lipton, genre. C'était pas beau. J'ai de la misère à m'imaginer manger un fœtus puis que ça goûte la soupe Lipton. Ah oui, c'était ça que ça goûtait. J'aime mieux imaginer que je mange la soupe après, à place. Oui. Bon. Antoine, je te laisse. Vas-y. Vas-y, OK. Puis justement, mettons, la chose la meilleure que tu as mangée, que tu dis, OK, ça, là, ça battra jamais ça battra jamais ça. Là, genre. Bonne question. La meilleure affaire que j'ai mangée. En gros, là, moi, c'est l'Inde, le Mexique puis le Japon. Je trouve que c'est les pays qui font la meilleure bouffe pour moi. C'est toute la bouffe très différente les unes des autres, là, on s'entend. Mm-hmm. Mais quelque chose que je me suis régalé, je pense que ça doit être au Japon. La dernière fois que je suis allé, c'était des morceaux de porc, OK? Puis ils appelaient ça du porc de belly, donc c'est comme une partie du ventre. Puis il y a beaucoup de gras, OK? Puis moi, j'aime pas les affaires avec des croquants puis du gras, ces affaires-là. Là. Je suis pas fort là-dessus, mais je me dis, je suis dans un autre pays, tu l'essayes, puis tu vas voir ce que ça goûte. Écoute, c'était comme du caramel, je te jure. Ça fondait dans la bouche, c'était comme du caramel, c'était comme quasiment du dessert. Puis c'était du porc. Puis mon chum me regardait et il disait, je sais pas s'il va le manger, le gras. Tu sais, mais écoute, j'étais comme, ça m'est recommandé un autre. Tu sais. Ça, c'était une affaire, là, écoute, je m'attendais pas, mais c'était tellement tendre, quasiment sucré. C'était, tu peux pas penser à du porc comme ça, là. Ici, ça se fait pas, ça. Okay. Fin live. Ça me donne faim. Ça donne faim, ça. Mais justement, mettons, quand tu vas dans un autre pays, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais en Italie, je demandais souvent la spécialité locale pour essayer de mettre des pizzas un peu, mais tu sais, l'Italie, c'est des pâtes, c'est la pizza, tu sais. On s'entend, je suis pas tant dépaysé, mais toi, justement, quand tu vas, mettons, je sais pas moi, justement, au Japon, que tu te commandes quelque chose, tu sais, je sais pas, le menu, je sais pas comment il est écrit, là, mais est-ce que tu sais ce que tu commandes ou genre, tu demandes... Pas toujours. Oui, on essaie quand même de manger local. Tu sais, au Japon, ils ont déjà leur tradition culinaire, fait que c'est facile de manger local partout. Puis souvent, ben ça, avec Internet, tu peux vraiment fouiller, dire
manger local, puis ils vont t'envoyer dans un petit restaurant, il n'y a pas trop de monde, puis je vais là, puis je prends souvent comme ce qu'il y a sur le menu, puis on essaie souvent des choses qu'on ne connaît pas. Dire, OK, ça, on n'a jamais mangé ça, on va y goûter. Ça, on ne connaît pas ça. Puis, des fois, c'est une surprise, puis on se laisse surprendre. On n'est pas difficile, fait qu'on mange à peu près n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais il y a des pays où c'est plus dur de manger local. On dirait qu'ils veulent te toujours donner de la bouffe de touriste. Puis là, tu fais comme non, je veux comme manger local. Puis on essaie de trouver le restaurant qui va servir l'affaire locale. Puis il fallait chercher. Puis une autre affaire aussi, c'est le street food, toute la nourriture des gens qui préparent sur la rue. Souvent, pour nous autres, c'est comme du fast-food, mais des fois là-bas, c'est comme vraiment, c'est leur bouffe quotidienne. Parce que dans certains pays, ils n'ont pas beaucoup de cuisine ou ils cuisinent pas beaucoup, ils mangent souvent à l'extérieur. Puis cette bouffe-là, souvent, est excellente. Il y a plein de mets que j'ai goûtés dans la rue, surtout en Inde, par exemple, puis même au Vietnam, la bouffe qui était vendue sur la rue était excellente. Fait que j'essaye ça, là, tu sais. C'est sûr, il y a toujours des risques là, quand au niveau parce que nous autres, nos estomacs sont un petit peu fragiles comparés aux leurs, mais te dire que j'étais vraiment malade là, à cause de la bouffe là, à Cuba. Ouais, à Cuba. Ouais, à Cuba. C'était pas dans un resort. Mais tu parles de la bouffe là, que tu essaies vraiment de t'inculquer, de t'épayser avec la bouffe vraiment de la place. Est-ce que tu vas aussi, si tu arrives d'aller vivre chez le paysan, d'aller vraiment vivre avec la culture, genre te mettre à la place de quelqu'un qui habite là? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, quelque chose que tu as déjà fait, quelque chose que tu aimes faire ou non? Je le fais quand ça va être spécial. Je vais vous donner un exemple. On est allé sur l'île de Bornéo. Donc, il y a une partie qui appartient à l'Indonésie, mais la partie nord, c'est plus appartient à la Malaisie. Puis, c'est juste au sud de la Thaïlande. Puis, on est allé là, puis on pouvait aller dans des maisons longues. C'est les long house, des maisons longues où toute une communauté vit dans la même maison. C'est comme tous les appartements le long d'une grosse maison. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est les Iban que ça s'appelle. C'est une communauté autochtone de ce pays-là. Puis, on peut aller... Ce qu'ils font, c'est que tu peux pas te rendre à leur village par des routes. Fait qu'ils te prennent par un bateau, comme un canot d'écorce un peu, puis ils t'amènent jusque dans leur maison, puis c'est organisé avec le tourisme local. Fait qu'eux autres, ils font de l'argent avec ça parce que les touristes viennent, mais en même temps, on fait partie de leur style de vie. Donc, on va dormir aux mêmes endroits qu'ils dorment, on va manger ce qu'ils mangent, ils vont nous faire des activités qu'ils font eux autres, tu sais, fait qu'on pouvait aller jouer au ballon avec les enfants, on pouvait... ça, tu peux passer comme 2-3 jours comme ça. Fait que quand c'est une expérience que je sais que ça va être bien différent, je vais le faire. Mais ce que j'aime aussi, c'est maintenant avec Airbnb, c'est ça qui est le fun. Tu vis pas en hôtel, tu vis dans une ville. Fait que j'ai fait beaucoup ça en Europe l'année passée, juste avant la COVID. Puis j'ai vécu des fois dans des villes une semaine. Puis là, je suis comme un habitant de la ville. Fait que je fais mon épicerie. Puis tu sais, donc j'essaie de vivre un peu comme ça. Parce qu'il faut faire quand même attention dans certains pays, ils veulent te vendre l'expérience, OK? Mais c'est arrangé avec le gars des vues. Tu sais, c'est comme du folklore qui les gens font plus, mais ils te le font pour le tourisme. Puis ça, j'aime pas ça. C'est comme, je trouve que c'est fake. C'est ça, je m'allais dire. C'est comme les Français qui arrivent au Québec et qui se disent on va-tu faire un tour de traîneau à chien, genre. Ouais, mais attends, as-tu déjà fait un tour de traîneau à chien? Non, c'est ça, jamais. Tu devrais en faire, parce que c'est vraiment le fun. Mais c'est ça m'avait pas plu parce que justement, il y avait les Français qui moi, à Chicoutimi, il y a beaucoup de Français qui viennent étudier, puis ils m'en parlent. Ils sont comme, traîneau à chien, tu fais ça? Je suis comme... Ils l'ont choisi à la place, en tout cas, les Français. Ah, mais c'est l'université au Québec qui accueille le plus de Français. Ah ouais? Je pensais que c'était l'université de Montréal. Non. J'ai été surpris, moi aussi. Ah ouais. Il y a genre plus de Français que de Québécois. Il y a plus de Tremblay aussi. Ah, il y a beaucoup de Tremblay.
Là, je sais qu'Hubert, il n'a pas encore placé à mot. J'aimerais ça qu'il parle un peu. Fait que ça serait le segment C'est pas juste des creux fois, d'Hubert. exactement, le segment pas cru d'Hubert, mais c'est juste que j'ai pas parlé parce que j'étais juste trop intéressé à Ouais, notre invité. c'est captivant. Ouais, mais c'est ça, c'était captivant, puis j'avais rien à ajouter de pertinent, donc j'ai préféré écouter. Donc là, on passe à mon segment préféré, le mien. Ma première question, dans le fond, c'est vu que toi, tu es professeur à l'université, c'est quoi ton type d'étudiant préféré? Là, j'avoue que c'est assez hors champ gauche comme question. Non, mais j'aime ça. Mes étudiants préférés, c'est les étudiants curieux, puis qui le font pas pour les autres, mais qui le font pour eux autres. Vraiment, j'ai vois les étudiants qui viennent dans nos programmes parce qu'ils font ça pour eux autres, c'est pas parce qu'il faut qu'ils fassent de quoi. Puis qu'ils sont curieux. T'sais, ils ont vraiment le goût d'apprendre. Fait que c'est vraiment eux autres les plus fun parce qu'ils posent plein de questions. Ils nous arrivent avec des nouvelles informations. Ils partent des débats dans la classe. Je fais ça très interactif, mes cours. Parce qu'un étudiant qui intervient pas puis qui est passif en classe, c'est le pire. Surtout avec Zoom. C'est exactement ça. T'en as des comme ça, là. Non, il y en a souvent des comme ça. Puis là, des fois, tu vois le téléphone dépasser de même. OK, ça répond à mon autre question. Dans le fond, c'était ton type d'étudiant que tu préfères le moins. Fait que c'est pas mal, mettons, un étudiant qui n'intervient pas puis qui a l'air de perdre son temps. Qui est passif, genre. Oui. Puis il y a ça, parce que ça, c'est dur à saisir. Tu sais jamais s'il apprend ou il apprend pas. C'est dur de prendre le pouls. Ça te donne peu de feedback sur toi. C'est quoi tes besoins? De quoi tu veux que je fasse pour t'aider à apprendre? Parce qu'il ne faut pas oublier, on est juste des guides. Hein? On n'est pas juste du monde qui te garoche des connaissances. On te guide. Qu'est-ce qui est important? Puis toi, il faut que tu sois actif dans ton apprentissage. Surtout à l'université, c'est pas supposé que tu fais juste écouter puis tu es passif. Ça va être dur d'apprendre comme ça. Mais il y a les étudiants, comment je dirais ça, où tout leur est dû. Comme par exemple, moi, je travaille fort, tu sais, je veux dire, j'organise bien mes cours, je fais plein d'activités interactives, je m'intéresse à leur intérêt aussi, tu sais. Comment on peut rendre ça intéressant tout en leur donnant une bonne qualité? Puis, je suis très exigeant dans mes travaux. Mais les étudiants qui disent, par exemple, oh, ouais, mais tu nous as pas donné ça. Ouais, mais tu nous as pas donné ça. Tu sais, puis il y a toujours une raison, quelque chose que j'ai pas fait. Tu sais, puis je fais comme, hey, moi, c'est pas de même qu'on m'a enseigné. Moi, là, il fallait que j'aille des cours, je prenne des notes pendant des heures, là, je recrachais ça dans des examens. Hey, je t'organise des aides de lecture, des activités interactives, des vidéos pour t'aider à mieux comprendre tout ça. C'est pas assez. Puis c'est jamais de leur faute. Tu sais, ils ont une bonne note, là, ils me garochent toute la faute sur moi. Je fais comme. Fait que j'ai commencé, pour régler ce problème-là, à créer des activités d'autocorrection. Ça veut dire, c'est pas moi qui te donne ta note, c'est toi. Puis je leur donne le barème de correction, puis il faut qu'ils se corrigent. Puis là, les étudiants m'arrivent et ils disent, hey, je te sens enragé, là, j'ai pas des bonnes notes, puis je peux pas te blâmer parce que c'est moi qui me suis mis cette note-là. Là, je dis, regarde. Fait que ça m'enrage des fois. Quand c'est jamais assez, c'est toujours de ma faute. Puis qui prennent pas la responsabilité de leur apprentissage sur leurs épaules, mais qui me la remettent dans mes mains. Je fais comme, ben non, moi, je suis là pour te guider. C'est toi qui dois apprendre, c'est pas moi. Puis l'université, ça, je dis toujours, c'est comme un gym. Tu sais, il y en a qui disent, ah, moi, je vais à l'université, j'ai un diplôme. Non, c'est comme un gym. Hein? Un gym, tu t'abonnes, puis tu as un entraîneur, puis tu as des appareils pour t'exercer. Mais si tu veux être en forme, c'est toi qui travaille. C'est pas moi. C'est un peu la même affaire. À l'université, on te donne une classe, des laboratoires, on te donne de la connaissance, des activités. Mais si tu fais pas ta part, tu l'auras pas, ton diplôme. Là. Ça se gagne. Coup de fer pour. Puis je me demandais aussi, quand tu disais que tu avais trouvé un truc, que tu laissais tes élèves se corriger eux-mêmes, genre, c'est sûr qu'il doit y en avoir qui sont pas honnêtes. Là. Comment tu gages avec ça? Ben, je leur dis, j'ai le droit de corriger en arrière de toi si tu l'as pas fait correct. Fait qu'ils font correct. C'est un fin stratège, ce Pascal-là. Oui, mais la meilleure chose, c'est que tu lui donnes une bonne grille de correction très détaillée. Fait qu'il n'y a pas le choix de se donner cette note-là parce qu'il ne pourrait même pas justifier une autre note. Ouais. Ah, puis après ça, l'autre travail qu'il va faire après,
il va se forcer encore plus parce qu'il est sûr que ça va être. C'est mes critères. Ah ben, ça marche super bien. Puis, dans le fond, l'aspect que tu préfères de ton emploi, ça serait quoi? Je pense que c'est le fait d'être toujours en train d'apprendre quelque chose. Parce que ma job, c'est de donner de la connaissance, puis de partager des connaissances. Puis moi-même, il faut que je me garde au courant. Comme, tu sais, je voyage parce que j'aime apprendre, mais le travail, c'est la même chose, parce que j'aime apprendre. Fait que j'ai jamais quitté l'école. C'est toute ma vie. Je l'ai passé à l'école, sauf les 7 années où j'étais orthophoniste. Mais j'étais encore à l'école. Fait que pour moi, apprendre, c'est ça qui garde, je pense, ma vivacité d'esprit, qui augmente mes connaissances, qui fait que je peux parler de plein de sujets maintenant, tu sais. Je me dis, quand tu vieillis, c'est tout ce qui stresse, c'est ça, c'est tes connaissances, tes sujets, ton expérience de vie. Puis apprendre comme ça, ben ça m'aide énormément. Fait que, oui, je suis un étudiant à vie. On peut dire ça. Puis l'aspect que tu préfères le moins dans ton emploi? Je pense que c'est de corriger. Faire des corrections. C'est pour ça que maintenant, c'est les étudiants qui s'auto-corrigent. Ouais, c'est pour ça. J'aime pas ça puisque, comment dire ça, tu essaies d'être le plus juste possible, tu essaies de donner vraiment, je donne beaucoup ce que j'appelle des rubriques. Hein. Jamais je donne un travail où tu as une rubrique pour te guider dans ton travail. Genre, tu as 5 points là-dessus, puis 5 sur 5, ça a l'air de ça, 4 sur 5, ça a l'air de ça. Fait que je leur donne toujours des guides, puis des fois, bon, je corrige, puis là, je me dis, est-ce que je suis fair ou pas? Puis ça demande énormément de temps. Des fois, l'étudiant me dit, hey, ça a pris 4 heures à faire ton TP. Je dis, ouais, mais moi, ça me prend 4 heures à le corriger, puis j'en ai 15 à corriger. Fait que je l'ai corrigé, là, les TP, là, ton travail pratique, là. Donc, je pense que c'est la correction. Puis, tu donnes les résultats, puis personne n'est content, jamais. Fait que, puis pourtant, c'est supposé. Puis, je travaille fort beaucoup pour donner de la rétroaction. Tu sais, tu reçois un travail, ce qui est important, c'est de savoir ce qui va pas bien pour pas que tu le refasses, tu sais. Je fais beaucoup de rétroaction, puis les étudiants, des fois, ils se sentent comme, oh mon Dieu, je suis donc ben pas. Je dis, ben non, je te donne de la rétroaction pour t'améliorer, utilise-la, là. Pas de le prendre comme, c'est pas toi la note, là. C'est juste, voici les choses qu'il faut que tu améliores, tu sais. Fait que, des fois, je sens qu'il faut que je leur enseigne ça en plus. Comment on apprend à l'université? C'est normal de ne pas avoir toujours une bonne note, puis c'est normal aussi des fois d'avoir des commentaires, puis d'apprendre de ces commentaires-là. Donc, je déteste ça, la correction. Mais la rétroaction, comme tu dis, je pense que c'est vraiment une bonne chose. La session passée, j'avais une prof on lui demandait qu'est-ce qui fonctionnait pas dans les examens. L'examen de mi-session, il y avait de la matière qui était au final. Mais elle ne voulait pas nous redonner une rétroaction sur notre examen. Elle était juste non, j'ai pas le temps. Ben, c'est ça. Ça demande du temps. Elle a raison. Peut-être qu'elle n'a pas le temps aussi. Moi, je le prends parce que je trouve ça important. Mais c'est ça qui est plate, c'est ingrat parce que tu as tout pris le temps de tout écrire les commentaires, de corriger comme il faut. Parce que moi aussi, comme étudiant, je détestais d'avoir des copies avec juste une note. Puis là, il met des points d'interrogation. Tu ne sais même pas c'est quoi, il faut que tu améliores. Donc, ouais, je comprends ça. Mais tu sais aussi, on a grandi dans le moule, genre, mettons, au primaire, on est super maternisé par nos professeurs. Après ça, on arrive au secondaire, on est un peu plus laissé à nous-mêmes. Mais encore là, les professeurs sont là pour nous rappeler fais tes devoirs, remets ci, remets ça. Puis on se faisait dire rendu au cégep, là, ça va être super difficile, tu n'auras pas d'appui. On arrive au cégep, les profs font la même chose qu'au secondaire. Là, puis là, ils nous disent, rendu à l'université, par exemple, là, c'est un gros clash. Là, pour vrai, vous allez rentrer, là, ça va être super différent. Tu arrives à l'université, le prof t'envoie genre 8 messages pour te dire que tu as la chose à remettre. Mais par exemple, tu leur envoies le message, ils ne te répondent pas. Fait que là, tu sais, c'est comme. On sait comme pas sur quel pied jouer, parce que autant qu'il y a des profs qui sont super là pour nous, autant qu'il y en a d'autres qui sont comme. Je suis pas payé pour te répondre, genre. Ouais. C'est mon impression. Je trouve qu'il y a tellement eu un gros clash entre le cégep et l'université. On dirait que ça n'a comme pas monté progressivement. Genre. Mm-hmm. Puis ici, en Ontario, il n'y a pas de cégep. Fait qu'ils partent direct du secondaire à l'université. Puis souvent, c'est la première fois qu'ils quittent la maison familiale. Fait que là, ils sont tous excités. Puis en Ontario, je ne sais pas pourquoi, là, c'est pas comme au Québec. On dirait que là, ils ont quitté la maison puis ils font les fous, mais pas mal plus les fous que nous autres au Québec. On dirait qu'au Québec, ça s'étend. On a le cégep pour s'énerver un peu, puis après ça, on devient sérieux. Mais eux autres, non. La première année d'université, tout le monde a des basses notes parce que là,
enfin, on est libre. Donc, c'est encore plus drastique en Ontario. Mais est-ce que pour toi, mettons, le cégep, c'est une belle zone de transition, mettons, entre le secondaire et l'université? Fait que ce serait peut-être pertinent d'avoir ça justement en Ontario. Parce que je pense qu'en Ontario, c'est quoi? Il y a une 7e année. Ah non, il y a une 6e année de secondaire, puis après, c'est Ça, tu as université. 1 an de plus de Non. bac. Non, en fait, ils vont terminer en même temps que vous autres, hein, parce qu'ils ont jusqu'à 11e année. Okay. Donc, il n'y a pas de secondaire, c'est votre secondaire 5. Puis après ça, ils arrivent à l'université. Donc, ils ont enlevé la 12e année. Avant, il y avait une 12e année, puis il n'y en a plus. Oh, ouais. Donc, on est rendu là. Puis, dans le fond, c'est comme si... Puis ce qui est intéressant, c'est que les étudiants du Québec, des fois, ils peuvent juste faire 1 année de cégep, parce qu'ils ont besoin de certains cours, puis ils peuvent appliquer en Ontario. Fait que ils peuvent entrer à l'université après juste 1 année de cégep. Puis ça, souvent, au Québec, vous ne le savez pas parce que, je sais pas, vous restez au Québec. Mais oui, comme on a un étudiant, nous autres, qui venait d'un cégep de Montréal, puis il est arrivé, il a fait juste 1 année de cégep, puis il a pu commencer son bac en orthophonie, tout ça. Mais c'est ça. Moi, j'aime l'idée du cégep parce que c'est comme ton 2 ans de général. Ben moi, j'ai fait général, là. J'ai fait 2 ans général, puis en sciences. Puis, je sais pas, oui, c'était sérieux. Tu sais, je voulais garder mes notes élevées pour pouvoir entrer dans les programmes contingentés, mais comment dire ça? T'as une autonomie d'adulte. C'est comme l'université un peu, mais c'est moins grave que si tu poches à l'université, là, tu sais. Parce que l'université coûte cher. L'université coûte cher. Ça coûte cher, l'université. Ouais. On dirait qu'un gars qui parle avec expérience. Ouais. Non, mais OK, c'est pas mal complet sur ton emploi. Maintenant, on passe plus côté voyage. Ouais. C'est quoi, là, c'est une question vraiment difficile que je m'apprête à te poser. Ça Pas serait creuse. quoi le... Oui. Ça serait quoi le plus beau pays que tu as visité? Tu as juste le droit d'en dire un. Oui, j'ai le droit d'en dire un. Ouais. Oui. Je pense que je dirais la Namibie. Ah, c'est ça? Ouais, c'est juste, ouais, c'est en Afrique. C'est de l'Afrique du Sud, qui est vraiment la pointe sud de l'Afrique. C'est juste au nord de l'Afrique du Sud, mais sur la côte ouest. Un pays magique. Je dis toujours, pour les gens qui veulent aller en Afrique puis veulent s'initier à l'Afrique, je trouve que la Namibie, c'est un pays parfait pour ça. C'est facile à voyager. J'ai loué une voiture, puis j'ai fait le tour de la Namibie. Puis, oui, j'ai conduit, puis il y a des éléphants qui ont chargé mon char. Tu sais, je me suis sauvé avec mon char parce que l'éléphant courait en arrière de nous autres. Tu t'arrêtes parce que là, il y a des gazelles qui sortent devant, puis tu as des girafes qui s'en viennent. C'est capoté. Fait que tu as tout l'aspect de la nature, les animaux. Ils ont des beaux parcs. Après ça, tu as des déserts d'une beauté incroyable. Puis dans ces déserts-là, le sable est rouge. Donc, tu marches, puis tu as des montagnes, des dunes géantes de chaque côté, c'est rouge. Puis il y avait des arbres morts en plein milieu. Fait que ça faisait des arbres, ça faisait lunaire, comme des arbres morts, comme une forêt morte entourée de dunes rouges. Tu montes sur les dunes, puis après ça, tu descends ça à full pin en courant, puis tu as du sable partout, mais c'est pas grave. J'ai conduit dans des tempêtes de sable. Je savais pas c'était quoi, mais c'est vraiment épeurant. Plus épeurant qu'une tempête de neige. Tu as du sable partout. Tu vois rien sur la route. Je me disais, hey, on peut foncer dans un éléphant. T'as des villes. T'as des villes sur le bord de la mer. Il y a des colonies de phoques. Je suis allé faire du kayak avec des phoques autour de moi, puis je les flattais dans l'eau. Écoute, ils venaient me voir, je les flattais. Le phoque se laissait flatter. J'ai jamais vu d'affaires de même. Fait que la Namibie, là, c'est beau, là. C'est vraiment beau. Puis c'est un beau pays d'Afrique où c'est facile de voyager. Ouais. C'est vraiment le jour et la nuit avec le Québec, justement. C'est vraiment le jour et la nuit avec le Québec. Là. Il y a un gros contraste. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas l'air d'un pays super touristique en plus. Non, pas vraiment. Il y avait beaucoup de touristes européens, beaucoup de Français, d'Allemands. C'est une ancienne colonie allemande. Fait que c'est drôle parce qu'il y a des noms de villes allemands, puis ils ont une culture un peu allemande dans le sens qu'ils sont très organisés. Tu sais, les Allemands, c'est un pays assez organisé. Puis eux autres aussi ont gardé cette structure-là très organisée, mais tant que c'est un pays indépendant quand même. Puis tu as beaucoup de parcs, puis tu peux vraiment voyager
par toi-même, puis aller partout. Puis les prix étaient quand même raisonnables. Comparativement, quand tu fais des safaris, comme là, je voulais aller l'année passée, mais c'était annulé la Zambie, le Zimbabwe. Puis là, écoute, des fois, ça peut te coûter 1 200 $ passer une nuit dans c'est comme un resort où tu dors dans la nature. Mais là, non, c'était beaucoup plus abordable. Puis on peut le faire soi-même. C'est ça que j'aimais. Faire autant les animaux que les montagnes. On a monté dans des montagnes. Tu avais le bord de la mer, on allait à la plage. Il y avait des dunes aussi, le désert arrêtait, puis pouf, c'était la mer. Écoute, sur le bord d'une dune, c'est la mer qui est là, puis toi, t'es comme à, je sais pas, 400 mètres de hauteur. C'est vraiment magique à faire, ouais. Puis, la plus belle culture que tu as pu voir ou, ouais. comment on peut dire? Je t'entends en deux, c'est ça l'affaire. Oh. Tu peux dire les deux. OK. Bon, les Japonais. Les Japonais ont une culture merveilleuse, autant de la bouffe que de comment ils se traitent entre eux. Le service qu'ils t'offrent, ça n'a aucun sens. C'est comme la politesse, là. On a l'air tellement ingrat comparé à eux. Mais une culture que j'ai beaucoup aimée, c'est la culture portugaise. J'ai aimé ce pays-là. J'aimais tout, là. J'aimais la bouffe. J'aimais comment c'était pas stressé. J'aimais la facilité de voyager là. Ils ont des îles aussi, hein. Ils ont les Açores. C'est un archipel qui est au large, qui est vraiment entre l'Amérique et l'Europe. Tu as l'île aussi de Madère. Écoute, une vie européenne, simple. Ils mangent bien. Je veux dire, de la bonne bouffe, là. Puis toujours sympathique, toujours gentil les gens. Puis tu sais, je parle pas portugais, là. Je parle un peu, je parle espagnol, puis avec mon français, puis là, je connaissais des mots de portugais. Jamais eu de problème. Les gens étaient gentils. Je me suis fait inviter à souper. Je me suis fait... puis tu sais, c'est un pays, je veux dire, c'est un pays européen, là. C'est pas individualiste. C'est très, très chaleureux. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, la culture portugaise, j'adore ça. Ouais. C'est une question un peu drôle. C'est un pays que tu n'aimerais pas visiter. Que j'aimerais pas visiter. Ouais. Que ça me tente pas pantoute. Exact. Que tu n'irais jamais. Jamais? Jamais, même si c'était payé. Je pense que ce serait des pays de grandes dictatures, là, tu sais, comme la Corée du Nord, ça m'intéresse pas. Corée du Sud, oui. Mais Corée du Nord, ça me tente pas. Tu sais, ben, je veux dire, je suis sûr qu'il y a peut-être quelque chose, mais pas dans l'état actuel des choses. J'irai pas dans un climat politique comme ça. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a là? Y a-t-il quelque chose? J'ai aucune idée. J'ai même pas le nom des villes. Tu sais, c'est tellement fermé sur soi. Je sais pas. Je serais curieux dans le sens que de voir comment ça se passe, mais je suis pas attiré parce que ce qui m'attire dans les pays, c'est souvent la nature. Puis l'aspect naturel de la Corée du Nord, je sais pas. Il doit y avoir des belles montagnes, je sais pas. J'ai aucune idée. Fait que j'aime Corée du Nord. C'est ça là. Ben, je trouve que c'est une bonne réponse. Ouais, c'est une réponse acceptable. Puis en Corée du Nord, j'étais allé voir la Google Maps, j'étais curieux. Là. Puis on peut même pas voir de Street View. Il y a juste des fois des photos, genre. Ouais. Des photos de touristes qu'ils ont mis, et sinon, il n'y a rien. C'est l'inconnu. J'ai jamais pensé faire ça. Je devrais aller voir ça, parce que ça a l'air. J'ai déjà vu, mettons, des vlogs de personnes qui allaient en Corée du Nord et se faisaient passer pour des journalistes parce que sinon, tu peux pas prendre de vidéos. Puis c'est vraiment un pays très, très strict, là, puis ça, on peut déjà le deviner, mais c'est vraiment, tu peux rien faire, tu sais, tu peux pas te promener dans la rue tout seul si t'es pas avec ton guide, sinon tu vas avoir des problèmes, puis tu sais, ils ont 100% d'autorité sur toi quand tu es sur leur terre, fait que, mettons, tu fais la plus minime des choses, ils peuvent t'emprisonner, puis même sans motif, puis t'es comme pogné là, il faut que le Canada, ils viennent te chercher, puis tu sais, c'est vraiment compliqué. Fait que c'est ça aussi qui donne pas envie d'aller là, vu que c'est un dictateur. Oui, tu as raison. Toute la dictature est vraiment, je trouve ça déplorable, mais tu sais, je me dis, peut-être
on serait surpris. Peut-être que ce serait un super pays à visiter puis qu'il y a plein de belles choses, mais je pense que l'état actuel du pays fait en sorte qu'on a moins de goût. C'est ça. À la place, on va aller en Corée du Sud. Là. C'est Oui. ça. Mais, pas de problème. Puis, question Instagram. Là, c'est le volet Instagram. Ça, c'est. J'ai été te stalker pas mal à cause d'Éric. Puis là, je trouvais ça vraiment drôle. Je trouvais ça vraiment drôle que Hubert ait dit ça dans son segment. Ton segment pas cru, ben, tu mets combien de photos par jour sur Instagram en moyenne? Ce que j'en mets pas tous les jours. Ouais. Non. Quand je voyage, c'est rempli. Tu pourrais avoir quasiment 20, 30 par jour quand je voyage. Ça, comme je disais, j'achète jamais rien. Moi, ce que je fais, c'est des photos. Puis les gens disent, ah, tu as un super appareil photo. Non, c'est juste avec mon téléphone. Toutes les photos qui sont là-dessus sont prises avec mon iPhone. C'est juste des photos iPhone. Puis oui, je prends des fils parce que je trouve que des fois, ça remet les couleurs un peu plus belles, surtout quand les journées sont grises ou ça fait des contrastes. Soit j'utilise des contrastes ou j'ajoute un peu de luminosité quand c'est trop foncé. Mais je pense que c'est ça. Le nombre de photos, c'est quand je voyage. Fait que quand je voyage pas, quand il n'y a rien qui apparaît, tu dis, OK, il était à job, à l'université, puis il n'y a rien d'intéressant à photographier. On peut deviner. Puis, là, c'est. Tu sais que j'ai fait ça parce que j'ai juste parti ça parce que je voulais juste que mes parents soient au courant de où je suis rendu. Parce qu'à un moment donné, ils perdaient le fil. Où est-ce qu'il est rendu? Qu'est-ce qu'il fait? Fait que je disais, OK, là, je fais un compte Instagram. Eux autres, ils n'ont pas Instagram, mais ils ont Facebook. Fait que ce que je fais, c'est que je fais mes photos Instagram, puis quand j'ai un paquet, là, je les prends puis je les envoie sur Facebook. Fait que mes parents savent où je suis. Ça a commencé comme ça, c'est fou, hein? Puis maintenant, c'est comme j'utilise ça. Ben, vous l'avez vu, là, j'ai beaucoup 17 de 000 photos. Ouais. J'ai essayé d'aller voir c'est quand ta première photo, puis j'ai comme, OK, c'est trop long. Abandonné. Je me rappelle, je pense que justement, on parlait de toi, moi et Eric, il y a peut-être 2 ans de ça. Puis, tu sais, même encore là, j'étais comme pas capable d'aller voir la première photo que tu mettais. Je sais que je peux aller voir moi aussi. Ouais, aussitôt que c'est ça dans les photos, il y en met d'autres, fait que tu peux jamais te rendre au bout. Ouais, c'est comme un sans fin. Je vais donner l'exemple que j'avais dit à Eric l'autre fois. Justin Bieber, il poste 3 photos par jour en moyenne, mettons. Les artistes comme ça, ils postent 3 photos par jour. Puis il est genre à 6 000. Là, t'es à 17 000. T'es genre 11 000 photos de plus que lui. C'est comme... je me dis, c'est-tu un Dropbox? Parce que la différence aussi, c'est que lui, les photos qu'il met, c'est des photos de lui. Essayez de trouver une photo de moi dans mon Instagram, bonne chance. T'as combien de photos dans ton téléphone? Il doit être loadé à côté. Ah non, je le vide tout le temps. Ah, c'est ça, tu le vides sur Instagram, dans le fond. Ouais, c'est à peu près ça. Justement, c'est quoi, là, c'est vraiment une question difficile encore une fois, ça serait quoi ta photo préférée que tu as mise sur Instagram? Tu vois, je me suis posé la question aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont me poser cette question-là. Puis je suis retourné dans mes photos, mais pas dans mon Instagram parce que c'est trop long à fouiller avec ça. J'utilise mon photo de mon Mac. Puis j'ai regardé les photos. Je pense que la plus belle, ou vraiment la photo que moi j'aime le plus, là, j'ai une photo en Inde, c'est dans un marché. Puis il y a plein de monde, surtout des femmes, qui sont habillées de toutes les couleurs, c'est inimaginable. On dirait que se sont toutes placées pour la photo, c'est vraiment quelque chose. Puis ils vendent toutes quelque chose. Puis les couleurs, là, j'ai jamais vu quelque chose. Moi, j'aime les photos colorées, hein, peut-être vous avez remarqué. Les couleurs, puis j'ai même pas retouché la photo, écoute, c'était tellement flamboyant. Puis c'est comme une croquée sur le vif dans un marché, plein de monde. Puis il y en a une, elle est assise dans sa bouffe là, qu'avant, là, mais elle est super bien habillée. Leurs robes sont incroyablement belles. Puis là, elle est tellement, puis elle me regarde comme ça, assise dans sa bouffe. Je pense que c'était ma photo préférée. Puis j'ai eu pas mal de bons commentaires sur cette photo-là. Ouais. Tu l'as encore, je présume? Oui, elle était quelque part. Tu vas pouvoir nous l'envoyer si tu fais des recherches pour la mettre sur Instagram. Je pourrais la trouver, là, oui, facilement. Je pourrais te l'envoyer. Ouais. C'est vrai, ça serait une bonne idée. Okay.
OK. Ensuite de ça, on revient sur le segment voyage. Ouais. Ce serait quoi la pire expérience que tu as eue en voyage? Je pense que la pire, c'est en Europe. C'est surprenant. C'est l'année passée. Ah, L'année je m'en allais passée. là-dessus. Ouais, ok. C'est l'année passée. C'est que je me suis fait arrêter aux douanes. En fait, ce qui se passe, je voyage en Europe, puis je visite plein de pays en Europe. C'était vraiment le fun. Puis je suis en Espagne. Puis là, je quitte l'Espagne pour aller dans un mariage, le mariage de la nièce de mon chum. C'était à Cancun. Donc, je prends un avion direct de Madrid à Cancun. Je passe une semaine dans un resort pour le mariage. Puis c'était le fun. On était tous avec ma belle famille. C'était vraiment le fun. C'était la première fois que toute ma belle famille se réunissait depuis longtemps, tout le monde ensemble dans un endroit. Fait que c'était vraiment une belle expérience, malgré que c'était un resort, mais j'aimais ça pareil parce qu'il y avait de la famille, tu sais. Puis après ça, je revole, puis je prends mon vol, puis je m'en vais aux îles Canaries. Puis ça, là, ça fait longtemps que je vais aller aux îles Canaries, mais il faut transiter par Madrid pour aller aux îles Canaries, ça appartient à l'Espagne. Et j'arrive là, et le douanier, puis je remarque que c'est un douanier têteux, là. Il pose beaucoup de questions à plein de monde, mais tu sais, tu choisis pas ta file, t'es là, tu sais. Puis quand j'arrive là, il prend mon passeport, puis il dit un instant, puis il commence à écrire des affaires. Puis il me parle en espagnol, parce qu'évidemment, en Espagne, parler anglais, ça ne le tente pas. Fait qu'il me parle en espagnol, puis il me dit en espagnol que est-ce que ça fait combien de temps que tu es en Europe? Fait que là, j'explique que je voyage depuis une couple de mois en Europe, puis que je suis allé au Mexique, puis là, je reviens parce que je suis fini. Il me reste encore 3 semaines que je vais faire en Europe. Fait que ça, il me dit tu as passé plus de 3 mois dans la zone Schengen. Je dis, puis là, il me dit ça en espagnol. Fait que je pensais que Schengen, c'était un mot espagnol que je comprenais pas. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Tu sais, puis j'utilise mon espagnol. Tu sais, je comprends quand même bien l'espagnol, puis je le parle pas pire. Fait qu'il me dit, la zone Schengen, c'est l'Europe. Je fais comme quoi? Il dit, oui, il y a une coalition de pays, puis tu peux pas passer plus que 3 mois dans tous ces pays-là ensemble. Moi, je pensais, tu sais, chaque pays, tu peux pas passer plus que tant de temps. Mais j'avais jamais lu ça. J'étais pas au courant. Fait que ce qu'il a fait, il m'a emmené en prison. Il m'a mis en détention. C'était pas le droit. Là, tu contreviens à la loi. Là, j'étais en prison, comme dans j'ai pas le droit de rentrer dans le pays. Je suis dans l'aéroport. Il y a une prison pour les gens qui essaient de rentrer illégalement au pays. Puis j'ai été mis là, sans téléphone. T'as pas le droit, t'as pas d'autre linge. Moi, ça faisait déjà comme 12-13 heures là, que tu as le même linge dans l'avion, là, tu sais ce que ça fait. Et là, il donne un avocat, puis bon, il y a toute une procédure pour te dire finalement que oui, effectivement, l'enquête démontre que tu as passé plus que 3 mois, puis on va te renvoyer d'où tu viens. D'où je viens, ça veut-tu dire au Canada? Il dit non, tu es arrivé du Mexique, on te renvoie au Mexique. Puis tu choisis pas la date puis rien. Puis là, je dis, bon, je vais-tu à l'hôtel en attendant? Non. On a une prison pour les gens en attendant. Fait que tu s'en vas dans cette prison-là. Fait que c'est pas une prison avec des barreaux, mais c'est verrouillé. Tu as des gardes, tu as des couvre-feux, tu as des repas de cafétéria qui t'amènent. J'ai vécu pendant 4 jours dans cette prison-là avec tous les gens qui essaient de rentrer légalement. Mais les gens parlent pas l'anglais ni le français. Fait que j'avais des gens. Moi, je faisais l'interprète anglais, français, espagnol pour aider du monde parce qu'il n'y avait pas de support. Il y avait plein de gens qui étaient maltraités par les gardes. J'ai vu là, du racisme. J'ai vu vraiment comment moi, quand j'étais blanc canadien, il était gentil, mais l'autre qui venait d'Afrique, qui était maltraité, il criait après. Puis moi, des fois, j'intervenais pour calmer l'Africain, puis expliquant, parce qu'il parlait français, que inquiète-toi pas, t'es pas en prison en ce moment, t'es juste dans un lieu de détention, t'as pas de casier judiciaire, parce qu'il comprenait pas l'espagnol. C'était vraiment tough, parce que t'as même pas de savon, t'as rien pour te brosser les dents. Tu sais, si tu mets pas d'antisudorifique ou de désodorisant pendant 5 jours de temps, là, puis qu'ils te mettent dans un avion pour te retourner là-bas,
Puis quand je suis arrivé, après tout ce drame-là, là, puis qu'ils m'ont remis dans un avion, puis ils m'ont shippé au Mexique, ils avaient perdu mes bagages. J'avais même pas de linge. J'avais encore mon maudit linge depuis une semaine qui sentait le diable. La première fois que j'ai faite, à l'arrivée dans cet hôtel-là, à Cancun, sur le bord de l'aéroport, j'ai lavé mon linge. J'étais allé dans un dépanneur m'acheter du désodorisant, puis j'étais comme « Ah! » Ça, c'était ma pire expérience dans le sens que c'est vraiment stressant. Tu sais, dans un autre pays, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais d'un autre côté, je me disais, je suis plein de ressources pareilles. Je parle 3 langues. J'étais capable de me débrouiller, poser les bonnes questions. J'étais capable, j'avais de l'argent si je n'avais besoin. J'étais plein de ressources, là. Je me dis, c'est pas facile comme ça pour tout le monde, là. Fait que ça m'a donné un peu une leçon, puis de dire aussi, quand on est Canadien, là, on est vraiment chanceux parce que comment moi j'ai été traité par rapport à ce que j'ai vu des autres, ceux qui arrivaient, par exemple, du Pérou, qui essayaient d'entrer illégalement au pays, ou des fois, ils essayaient même pas d'entrer illégalement. Ils leur demandaient des sommes astronomiques d'argent pour être sûr qu'ils rentrent pas au pays, pour pas qu'ils essaient d'immigrer illégalement. C'était vraiment comme, je me dis, on est chanceux d'être Canadien. Puis même l'ambassade du Canada m'a téléphoné là-bas pour vérifier si j'étais correct. Jamais les autres ont reçu un appel de leur ambassade. Fait que c'était vraiment, on est vraiment gâtés, nous autres. Vraiment gâtés. Mais c'est une bonne et mauvaise. Mais je te dis que j'étais stressé puis que je transpirais. Puis quand tu transpires puis tu peux pas prendre ta douche pendant une semaine, c'est pas beau. C'est pas chic. Non. On a déjà, là, vu que tu as perdu tes bagages, on est comme sur l'aspect bagage, là, mais mettons, Ouais. qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ta valise? Mon iPhone. Pour ramener mes photos, puis aussi Exact. pour m'organiser en cours de route. Puis à chaque fois que j'arrive dans un aéroport, j'achète une carte SIM locale qui coûte jamais grand-chose comparé à ici, là. Puis j'ai des données limitées. Donc, mon iPhone, c'est vraiment l'affaire qu'il me faut tout le temps avec moi. Ouais. Puis mettons, si tu avais 2 choses de plus que tu peux apporter, là, qu'est-ce qui est essentiel? Un déo. Non, parce que tu peux te laver, tu sais, quand Ouais, même. Là. ouais. Même ça, c'est quand tu peux pas te laver, c'est ça qui le fait. Ben, je pense que moi, ce que j'appelle, bon, c'est étrange, là, j'amène pas beaucoup de bagages, OK? Habituellement, c'est juste mes vêtements, puis j'ai quelques bébelles avec moi, là. J'essaie d'emmener le minimum, puis je veux pas un appareil photo, je veux juste mon téléphone. Ce que j'aime, c'est un bon chandail de laine. J'appelle ça mon chandail de laine, là, parce que même si tu vas dans un pays chaud, il y a toujours une place où il fait fret, puis que tu te fais pogner. Puis tu sais, nous autres, on se pense qu'on est Canadiens, c'est pas grave, mais tu sais, t'es dans un pays chaud, puis tu dis, je n'amènerai pas du linge chaud. Puis là, il fait fret la nuit, là. Puis là, t'es pogné, puis tu peux pas rien faire dehors parce qu'on gèle. Fait que j'ai toujours comme un chandail réconfortant chaud avec moi. C'est ça que je garde avec moi, comme en laine mérino, quelque chose comme ça, là. Vraiment, ce que j'appelle mon chandail que je porte presque tout le temps parce que je l'aime trop. Puis il faut que je le change après 2 voyages parce qu'il est fini. Et l'autre chose, mes sandales. Mes sandales. Il y en a gros qui mettent des bottes de randonnée puis tout ça. J'aime vraiment marcher en sandales. Je sais pas, au Canada, on n'a pas la chance de marcher tant que ça en sandales, mais tu sais, j'ai mes sandales Birkenstocks, là, comme je sais, comme tous les voyageurs. Mais maudit que c'est confortable, puis et que j'aime ça marcher là-dedans. Fait que ça, mes Birkenstocks, c'est vraiment mes sandales préférées, puis mes faut tout le temps quand je voyage. OK, parfait. Là, on est rendu sur l'aspect île déserte. Dans le fond, je te mets en situation, tu es sur une île déserte, puis tu peux juste apporter 3 items de, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, des albums de musique, lesquels que tu apporterais si tu peux juste en apporter 3. Fait que c'est genre un peu ton top 3. Ouais. J'apporterais l'album de Marie-Jo Thériault, La Maline, qui est mon album à vie. Ça, écoute, je l'écoute encore. Je me tanne jamais. Je me suis jamais tanné de ça. Donc, j'amènerais La Maline de Marie-Jo Thériault. Je pense que j'amènerais aussi un disque de Pierre Lapointe, je ne sais pas lequel.
Je les aime pas mal tous. Peut-être son premier, parce que c'est là que je l'ai découvert. Puis Pointant le Nord, c'est ma chanson préférée de lui. Puis tu sais, j'ai vu presque tous ses shows. J'ai vu les shows qu'il fait, là, c'est incroyable comment c'est beau. Lui, vraiment, c'est un artiste que j'adore. Puis je pense que mon genre de musique. Mais c'est pas nécessairement mon genre de musique à moi, mais je suis capable de voir genre qui a du talent. C'est un artiste pour vrai. Là. Ouais, puis les paroles, c'est vraiment intéressant, mais c'est parce que c'est les shows qu'il fait. Il mélange l'art visuel avec mais sa musique, là, j'adore ça. Puis je pense que j'apporterais, c'est un album de Ariane Moffat. J'adore Ariane Moffat. Ariane est comme je sais pas, j'ai vu pas mal de ses shows, puis c'est comme avec elle est vraiment au goût du jour, OK? Elle est vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde musical. Puis, mais elle fait ça avec des mots simples en français. Puis, c'est pas de la grosse poésie qu'elle va faire, mais c'est toujours avec des mots simples. Puis, elle fait ça on dirait que je la redécouvre tout le temps. Puis, les vieux albums, là, les premiers albums qu'elle a fait, là, je les écoute, puis je dis, hey, c'est encore bon. Le son, il est même pas démodé. Ça fait vraiment des années. Je pense que j'amènerai aussi son premier album. Celui avec je l'avais découvert, ouais. Parfait. Puis maintenant, les films. Ah! Oh! Pas facile, hein? Okay. 3 films, c'est dur. Ouais, ben, je sais pas, je prendrais 3 films de Star Wars. Ben, Star Wars, on peut le compter comme un film, vu que c'est Ouais, comme une okay. Hey, là, ça fait pas mal de films, ça. Ça fait, je pense, tu 9. pourrais apporter les OK, 9. OK. Je peux t'amener les séries aussi, comme Mandalorian? Ben, les séries aussi, on peut faire ça avec les séries, mais pour l'instant... Mais les films de Star Wars, ça, c'est clair. Je les aime toutes. Même ceux qui... Je suis un fan, là, vraiment un fan, tu sais, regarde. Je suis même... Regarde, j'ai un beau livre sur les vaisseaux spatials, comment ils sont faits. Ah, ça avec les plans? Puis, ouais, j'ai déjà vu ça. Oui, écoutez, moi, je trippe là-dessus. Moi, je suis à l'université, puis je trippe là-dessus. Ah, mais je ne pas dans le jugement, mais c'était juste... non, je sais. Moi, je suis fasciné par ça. Tout ce qui est les vaisseaux de l'espace, ça m'a toujours fasciné depuis que je suis petit. Parce que j'avais vu le film E.T., puis j'avais comme le même âge que Elliot dans le film, puis ce jour-là, moi, l'espace puis les extraterrestres, je capote là-dessus. Ouais. Star Wars était juste avant ça, donc Star Wars. Mettons, Star Wars, c'est lequel ton préféré? Je pense que j'aime... mais je pense que j'aime encore le premier. Le 1? Le 4? Oui. Ben, le 4 qui est le premier, premier sorti, qui est le numéro 4. Un nouvel espoir. Ouais. New Hope, c'est vraiment... Je me dis, comment ils ont fait ce film-là au début, puis ils ont tout créé l'univers à partir de ce film-là. Puis, tu sais, écoute, Princesse Leia, là, tu sais, je l'adore, Princesse Leia. C'était mon idole, tu sais. Luke Skywalker, c'était correct, là. Mais, tu sais, mais moi, c'était Leia, ma préférée. Puis, tu sais, puis maintenant que j'écoute les séries, puis j'écoute même les séries animées, puis Léa est là-dedans, puis Léa, quand elle est revenue dans les nouveaux films, écoute, je pleurais quand j'ai revu Léa, tu sais, c'est comme, j'étais ému. J'ai toujours trouvé que les Jedi sont un peu fatigants, des fois, les Jedi, ouais. Ce que j'aime Oui, tandis que Léa, elle n'a jamais devenu Jedi. Ben, elle a eu sa formation de Jedi, mais elle n'a pas utilisé la force pour se battre ou tout ça. Elle a fait juste ça pour bien diriger son monde. Puis, je sais pas, je trouvais que c'est une belle utilisation de la force. Un bel exemple. Ouais. Donc, ces films-là, un autre film, c'est un peu cheesy, là, mais je vais le dire pareil, là, c'est quétaine. C'est The Never Ending Story. L'histoire sans fin. C'est un film aussi que j'ai écouté quand j'avais 10 ans, 11 ans. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Le premier que j'ai vu, c'était Goldorak, c'était un dessin animé. Mon père m'en parle encore. Oui, ça doit, parce que c'est des animés, là, c'est japonais, là, c'était c'est vrai. mais j'ai vu le Neverending Story avec ma grand-mère qui habitait juste en face du cinéma à Shawinigan.
sur la 5e avenue à Shawinigan. Puis, on était allé au cinéma. Ça s'appelait le cinéma Cartier, je pense. C'est ça, c'était ça le nom. Puis, ça, j'ai comme le souvenir de vivre l'expérience du film. Puis, j'étais avec ma grand-mère. J'adorais ma grand-mère. Fait que tout ça, là, c'est un film que j'adore. Puis, un autre film que j'adore vraiment, c'est Moulin Rouge. OK. Moulin Rouge, c'est un film, un musical, donc c'est une comédie musicale. C'est vraiment, ils ont repris des chansons modernes qui ont remis autour du thème de Moulin Rouge là en France, là à Paris. Puis c'est vraiment une belle histoire. Il y avait Kylie Minogue qui jouait là-dedans comme personnage. Et les chansons étaient super belles. Puis le visuel de ce film-là, j'ai toujours aimé ça. Puis ça finit qu'une chanson, c'est The Show Must Go On. Puis j'aimais beaucoup cette chanson-là. Puis Elle est bonne. Oui, elle est bonne. Puis c'est un beau visuel. J'adore ce film-là. Mais tu sais, j'hésite entre lui puis Amélie Poulain. Amélie Poulain, qui est un film français que ça aussi, je fous l'écouter tout le temps. Je ne m'étonne pas. Fait que tu sais, ils sont égales, les deux derniers. Moulin Rouge et Amélie Poulain. Dans ce cas-là, on peut faire un top 4, on peut l'accepter. OK. Souvent, ce qui arrive avec les films, on dirait que c'est que c'est pas seulement le film qui est bon, c'est aussi tous les souvenirs qui sont rattachés au film. Ouais. C'est ça, comme l'exemple avec Never Ending Story avec ta grand-mère, par exemple. C'est vraiment comme l'ambiance du film quand tu l'écoutais, puis tous les souvenirs qui sont rattachés, vraiment. Exact. Oui, t'as ça. Puis je me rappelle aussi de voir Amélie Poulain au cinéma. Je pense que c'était à Montréal que j'étais. J'étais avec des amis. Il y a toute l'ambiance de ça aussi. Tu sais, qui est plus pareil maintenant quand tu écoutes à ta télé chez toi. Ouais. Avant, c'était un happening. Tu sais, on sortait pour aller voir un film. Ouais, c'est une sortie. Oui, c'était une sortie. C'est ça. Je peux faire le même parallèle avec la musique aussi. Genre, moi, puis Antoine, quand on allait voir un festival, il y a une tune qu'on écoutait, puis genre, là, j'écoute cette tune-là, puis je pense juste à ça, là. Ça fait penser à des bons souvenirs. C'est ça. Quoi? C'est lequel je parle? Quoi, la chanson? C'est Body, je pense. Ouais, Body de Land Luxury. Ouais. En plus, c'était la tune à Eric dans le moment, genre. Fait qu'il chantait tout le temps, puis là, on était comme, on s'en va le voir, puis là, il était comme, ah, malade, puis là. Après ça, on a été le revoir en show, mais en tout cas, c'était de quoi de fourette, là, puis tu sais, c'était comme ça. On dirait que ça racontait notre fin de semaine, là. Ouais. C'était comme c'était l'approprié, là. Ouais, c'était la musique qu'on avait le plus écoutée, je pense, en 2018, quoi de même. Parce que oui. Ouais, c'était elle. C'était quoi de même. Pour finir le segment Il déserte, le top 3 de tes meilleurs livres. Ah, mes meilleurs livres. Ça aussi, c'est difficile. Oui, mais Il pleuvait des oiseaux de Saucier. Il y a eu un film qui a été fait au Québec là-dessus. Ça se passe dans le nord de l'Ontario. Ce roman-là, c'est une belle surprise. Je ne connaissais pas l'auteur. Puis ça raconte les grands feux du nord de l'Ontario. C'est une histoire, quand j'ai lu ça, j'ai adoré ça. J'ai été tenu sur le bout de ma chaise. C'était pas une histoire vraiment si extraordinaire, mais je veux dire, comment c'était écrit, comment ils nous ont présenté les personnages. Puis il y a une vieille dame, une personne âgée qui se ramasse dans le bois, puis elle voit des affaires dans un tableau parce qu'elle a des problèmes de vision. Puis il y a des peintures de quelqu'un qui faisait des peintures à l'époque, puis elle voit des affaires. Puis c'est quand même un peu surréaliste, mais en même temps, ça c'est ancré dans le réel. Puis qu'ils ont fait un film là-dessus. Le film, écoute, j'ai vraiment pas aimé ça. Juste pour te montrer la différence entre un roman et un film. Donc, ce roman-là, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que j'ai toujours eu... moi, j'ai toujours tout lu ce que Michel Tremblay a écrit. Michel Tremblay, depuis que je suis au cégep, quand j'ai découvert ça au cégep, là, Michel Tremblay, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Puis... je pense qu'encore les premiers romans, là, La grosse femme d'à côté est enceinte, là, c'est tellement bien écrit, c'est tellement réaliste. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai fait découvrir Michel Tremblay à ma mère qui ne lisait pas du Michel Tremblay, qui a découvert ça. Fait qu'elle-même a dit qu'elle vivait à Shawinigan. C'était une famille qui était comme 8, 9 dans un appartement. Elle disait que c'était comme sa vie qu'elle voyait dans ces romans-là. Puis moi, ça m'a aidé à comprendre comment ma mère a vécu quand elle était petite. Quel genre de vie qu'elle a menée. C'était à Montréal, mais elle était à Shawinigan, mais elle disait que c'était très similaire.
Fait que ce roman-là, je pense que c'est vraiment un de mes romans préférés aussi. Et si j'en prends un troisième, je pense que j'irai avec un livre d'Antonine Maillet. Elle m'a fait découvrir celle qui écrit La Sagouine, c'est une écrivaine du Nouveau-Brunswick. Si jamais vous avez jamais entendu parler de La Sagouine, il faut que vous regardiez une vidéo de La Sagouine. Elle parle l'Acadien ancien. Ouais. Puis dans ses romans, elle met beaucoup d'Acadiens. Fait que lequel que je choisirais? Il y avait Pélagie la Charrette, qui est comme un classique d'elle. Tu dis, roman plate. Non. Elle aussi, c'est comme ça. C'est chacun de ses romans, là, tu t'en connais plus des personnages. Puis je pense que j'ai ça en commun dans plusieurs choses. Star Wars, c'est ça que j'aime, c'est que là, à un moment donné, ça explose, puis je veux tout savoir, puis là, je fais toutes les liens entre les personnages. Dans le monde de Michel Tremblay, il y a le monde de Michel Tremblay. C'est la même chose à travers les pièces de théâtre, les romans, les films qu'il a fait. Tu es capable de faire tout plein de liens puis de reconnaître la vie de tout le monde. Mais elle, c'est la même chose avec des personnages qui se passent au Nouveau-Brunswick. Puis moi, j'ai capoté là-dessus. La langue aussi, comment c'est écrit, puis comment ils parlent, les Acadiens. Puis c'est vraiment l'ancien Acadien qui est là. C'est vraiment fascinant. Ouais. Mais moi, ce serait mes 3 romans. Pour faire un lien avec le dernier roman que tu as dit, je trouve ça drôle parce que moi, Pélagie la Charrette. J'ai été au pays de la Sagouine, au Nouveau-Brunswick, oui, quand j'avais 12 ans, avec mes parents. Puis, tu sais, honnêtement, j'allais là, puis je savais même pas pourquoi j'étais là. Tu sais, parce que je comprenais pas l'histoire tout en arrière, l'univers. Tu sais, la même chose, on est allé à l'île du Prince-Édouard dans le même voyage, puis on est allé voir Anne, la maison des pignons verts. Tu sais, je comprenais pas c'était quoi. J'étais comme, tu sais, on dirait vraiment qu'il y a comme vraiment un univers. Puis là, ils l'ont comme mis marketable, genre, je peux dire ça de même. Mais moi, je comprenais pas parce que la référence était trop vieille pour moi comparé à mon âge. T'sais. Fait que, tu sais, je pense que, mettons, j'y retournerais là. Je comprendrais bien plus c'est quoi qui s'était passé, mais je voyais mes parents qui tripaient, fait que j'étais content pour eux, mettons. Ouais. Des affaires de vieux. Hubert, t'avais-tu encore des questions dans ton segment Pas cru? J'ai mon dernier, mais je sais pas si c'est une bonne question ou c'est. En tout cas, ouais, go, dis-la. On va juger. C'est quoi ta routine matin? Bonne question. Genre, c'était en voyage, par exemple. Je suis quelqu'un de matinal, fait que je me lève, puis je pas de la misère à me lever. Je suis pas quelqu'un, tu sais, non, je me lève. OK, si je, mettons, ma routine idéale, là, que je ferais, là, si j'avais le temps, OK, ce serait me lever, aller faire mon jogging, parce que j'essaie de jogger presque tous les jours, puis prendre ma douche, déjeuner, puis habituellement, c'est commencer à travailler. C'est à peu près ça. Mais si je pouvais là, le faire tout le temps, de ces jours-ci, c'est je me lève, je prends ma douche, je travaille. J'ai même pas le temps de déjeuner des fois. Parce qu'enseigner en ligne, ça demande beaucoup de préparation. Puis des fois, il faut que je me lève comme à 6 heures du matin pour préparer mon cours parce que j'ai pas fini de le préparer. C'est beaucoup de préparation. Mais c'est une routine bien ordinaire. J'ai rien de spécial sur ma routine. C'est une question peu douteuse, Hubert. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. En plus, ça n'a pas rapport. Il y a tout. Je pense que c'est moi qui t'avais aidé en plus. Je sais pas pourquoi. Ça se peut. Je sais pas. Mais en tout cas, ça conclut le segment Pas cru d'Hubert. Donc, merci. Merci aussi. Je me demandais, on parlait de la routine que tu as à chaque jour, mais est-ce que tu as une routine en particulier en voyage? Quelque chose que tu fais, peu importe tes voyages, genre, est-ce que tu as vraiment une routine, des petites choses à faire à chaque fois à chaque jour? Ce que j'aime faire, puis mon chum est pareil, il fait la même chose aussi, il adore ça. C'est quand on se lève le matin, se lever tôt, quand les gens sont pas encore, les touristes ou tout ça, sont pas dehors, puis d'aller faire un jogging. Ça, j'ai vu plein de belles affaires que tu vois jamais à cause de jogger dans les villes. Jogger les villes, c'est une des meilleures façons de découvrir les villes parce que tu y vas le matin puis il n'y a personne. Fait que, tu peux aller prendre la photo au soleil levant sur la plus belle cathédrale, puis, parce que tu peux tout le faire en joguant. Puis j'ai vu des places que je serais pas allé si j'avais pas jogué. Fait que tu visites rapidement une ville,
Puis après ça, on va se trouver un super bon resto. Là, bon, on prend une douche, là. On va trouver un bon resto de déjeuner local. Tu sais, là, vraiment, on se paye toujours une traite au déjeuner, là. Tu sais, puis on mange en masse parce que on veut pas prendre trop de temps pour bouffer. Fait qu'on mange un bon gros déjeuner, puis après ça, on part notre journée. Puis on grignote si on a besoin. Mais ça, c'est vraiment ma routine du matin en voyage, oui. Ouais, je comprends, moi. Quelqu'un qui allait en voyage, des fois, j'essaie juste de me lever au lever du soleil juste pour en profiter avant que tout le monde soit réveillé. Puis j'ai pris plein de photos aussi. Dieu sait, ça devait être difficile, Mathieu, de te lever le matin. Non, pour vrai, pas si peu que ça. Que j'avais une motivation. Genre, c'est vraiment quoi que je trouvais cool. Mais là, quand j'ai des cours, là, ma motivation est moins élevée que le lever du soleil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, le soleil du Pérou puis les cours du matin. Hein? Mais moi, je voulais juste complètement, pas changer de sujet, mais s'en aller plus vers ta dernière expérience de voyage que tu as vécue. Dans le fond, j'ai su que tu as travaillé pendant 4 ans, puis tu recevais 80% de ton salaire pour avoir une année sabbatique, qu'Éric m'expliquait. Puis là, justement, ça a été coupé à cause de la COVID, mais j'aimerais juste que tu me dises un peu les endroits que tu étais censé faire. Puis après ça, Mathieu, il va pouvoir poser ses questions. Oui. Ben, en fait, une sabbatique, c'est ça. Habituellement, c'est la 7e année que tu travailles. Donc, tu ramasses de l'argent. Puis là, tu es payé moins cher cette année-là. OK? C'est pas que j'étais payé moins cher pendant 4 ans, j'avais mon plein salaire, mais comme universitaire, on a ça, puis il faut faire un plan de sabbatique. Puis moi, mon plan, c'était d'écrire un livre. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai écrit en voyageant. OK? Donc, je pouvais voyager. Je me suis trouvé un plan, une activité que je peux faire en voyageant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite quitté pendant l'été, c'était les vacances d'été. Fait que j'ai joint mes vacances d'été puis mon année sabbatique. Ça me faisait 13 mois que je pouvais partir. Et là, on a fait, avec mon chum, on est parti, on a fait l'Europe de l'Est. Vraiment, ça, un paquet de pays. On en a fait peut-être 8 ou 9 en même temps, mais c'est des petits pays, tous collés les uns sur les autres. Facile à voyager en train. On a fait la majorité en train, parfois en autobus. Fait qu'en Europe de l'Est, plus on a vraiment fait tout ce qui va être au nord, mettons, de la Grèce, là. Ça fait qu'on est vraiment au sud-sud. Ensuite, je suis parti de là, puis je montais en Italie parce que j'avais un arrêt là, puis j'étais à Milan, puis je n'étais jamais allé. Fait que j'ai visité Milan. J'avais un arrêt d'avion. Puis après ça, j'ai pris l'avion pour aller au Danemark. Puis à partir du Danemark, c'est là que j'ai commencé à descendre. Fait que je suis allé au Danemark. Le Danemark, j'ai trouvé ça super. J'ai fait un peu de l'Allemagne. J'ai fait des Pays-Bas. J'étais allé en France. J'étais allé en Belgique, au Luxembourg. Puis là, je me disais, OK, là, il commençait à faire frais. Fait que je me dis, moi, je veux avoir chaud, là. Ça me tente pas d'avoir frais. Puis là, il faisait pas beau. OK, je prends l'avion. J'étais supposé d'aller en Suisse, de retourner en Allemagne. Il mouillait, il faisait frais. Ça me tente plus. Fait que j'ai annulé ça. Puis j'ai pris un avion. Puis c'est là que je suis allé au Portugal. Et là, j'ai fait un mois au Portugal. J'avais pas prévu ça. Là, j'ai visité le Portugal. Après avoir fait le Portugal, j'étais allé il fallait que je retourne en France pour faire une formation. Puis j'avais une formation de prévue. Puis après ça, j'ai fait l'Espagne. Puis tout ça, je faisais ça tout seul, en auto. Souvent, je me louais des voitures dans les villes où on pouvait louer des vélos. Je loue des vélos, je me promène. Mais en Espagne puis au Portugal, j'avais ma voiture puis j'allais n'importe où. Je faisais ce que je veux quand je voulais. Puis à partir de là, ben, c'est là que je suis allé... je me suis fait arrêter, là. Donc, il fallait que je retourne au Canada. Donc là, je suis retourné au Canada en plein mois de février. Ça me tente pas. Mais non, c'était au mois de décembre, pardon. Au mois de décembre, ça me tentait pas. Mais on avait un voyage où je devais rejoindre mon chum aux Émirats Arabes Unis. Fait qu'on est allé aux Émirats. Donc, il fallait que je m'achète un autre billet. Dernière minute, ça coûte cher. Mais c'est pas grave, j'y vais. On a fait les Émirats Arabes Unis. Puis après ça, on est allé à Oman, juste au sud des Émirats Arabes Unis. Oman, ça dépend comment tu le prononces. Un de mes pays préférés à vie. Je pourrais vous en parler plus si vous voulez. Puis, à partir de Oman, Brent il est revenu ici, au Canada, parce que ses vacances étaient finies. Puis, moi, j'ai continué. Là. Fait que là, j'ai fait plus de Oman tout seul. Puis après ça, je suis allé en
J'étais rendu en Égypte, ouais. Puis là, après l'Égypte, c'est là que je suis retourné au Canada parce que j'avais de la paperasse à faire, mes impôts, ces affaires-là. Puis après ça, on partait, puis Brent me suivait, mon copain, pendant 6 mois là. Fait que là, on partait 6 mois. Fait qu'on est allé au Japon. À partir de là, on faisait l'Asie. Après ça, on faisait Taïwan, on allait aux Philippines. Après ça, on faisait l'Australie, une autre partie de l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Puis après ça, c'est là qu'on arrivait plus au sud de l'Afrique, où je voulais faire en Zambie, aller faire du safari. Puis après ça, on allait en Amérique du Sud. Puis là, on faisait Chili, Bolivie, on faisait le Pérou. Puis après ça, on revenait au Canada. Mais tout arrêté au Japon. Les pays. Ça arrête plus. Je voulais faire tous les continents. Ouais. T'as-tu calculé le nombre de pays que tu as visités? 55 jusqu'à maintenant. 55, c'est 52 de plus que moi. Ouais. Mon chum, je pense qu'il est rendu comme à 80. Lui, 80. lui, il va voyager plus que moi encore. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Bon, ben c'est ça m'amène sur le sujet. Hors cam, tantôt, je t'ai comme dit que l'oncle Antoine, il nous avait informé de ton orientation sexuelle puis que tu es à l'aise d'en parler. Puis nous, genre, on veut en parler vraiment juste pour comprendre puis voir le voyage d'une autre approche, peut-être d'un autre angle, par rapport à tes expériences, puis ça ressemblait à quoi? C'est drôle, tantôt j'ai posé la question à Brent. Brent, c'est mon copain, donc j'ai demandé penses-tu que c'est différent nos voyages parce qu'on est un couple gay? Penses-tu que c'est différent? Il dit un petit peu dans le sens que comment dire ça? On sait que dans certains pays, c'est moins accepté dans leur culture ou dans leur religion. OK? Donc, on le respecte aussi. Puis, on ne va pas provoquer non plus si c'est culturellement inacceptable pour eux. OK? Donc, on ne va pas avoir des démonstrations d'affection en public, mais on n'est pas comme ça au Canada de toute façon. On ne peut pas le faire ailleurs. Tu sais. Puis aussi, je pense qu'on fait juste attention quand on loue les hôtels, parce qu'au début, on ne se rendait pas compte. Moi, je jouais avec un lit, tu sais, un lit double. Puis, mais des fois, il nous fait, vous avez fait une erreur, là. Vous avez juste loué un lit double. Fait que, oui, on a fait une erreur. Fait que, ils nous donnent 2 lits simples. C'est comme pour eux, c'est un big deal. Oui, c'est comme ils ne comprennent pas pourquoi 2 gars. Puis souvent, mettons, les gens demandent, êtes-vous mariés? Tu sais, parce qu'ils veulent savoir si on a des femmes ou des enfants. Puis on fait juste répondre non. Puis quand ils poussent plus loin, pourquoi vous voyagez ensemble? On est des amis. Puis souvent, on va dire, on est des amis de l'université, on travaille au même endroit. C'est vrai, on travaille au même endroit. C'est mon ami aussi. C'est pas mentir techniquement. C'est pas mentir techniquement. On dit pas toute la vérité. C'est ça. Puis il y a des gens qui vont pousser un petit peu plus loin parce qu'ils s'en doutent, mais ces gens-là, habituellement, c'est parce qu'ils sont ouverts d'en parler. Mais c'est rare que je me fais poser des questions. Jamais. Presque jamais. Puis même dans les pays, tu dis, aux Émirats arabes unis. Ouais. Des gays, j'en ai vu de même aux Émirats arabes unis. Tu sais, on le voyait. Tu sais, c'est des couples gays, il y en a plein. Tu sais, c'est comme, OK, c'est pas si caché que ça. Fait que c'est pas. Des fois, on pense que certains pays, c'est pire que d'autres, mais on n'a jamais eu d'expérience négative. Jamais. Le seul endroit, c'est un peu une joke, là, c'était à Cuba. À Cuba, il y avait plusieurs. Quand tu voyages en sac à dos à Cuba, là, c'est un voyage à faire parce que c'est vraiment beau. Dans les villes, il y avait souvent des femmes qui venaient nous voir. Puis c'est pas de la prostitution, c'est plus de. Ils veulent passer 1 ou 2 soirées avec quelqu'un qui arrive du Canada parce qu'on va les gâter. Tu sais, genre, on va les emmener danser, on va leur acheter du linge, puis il va y avoir des services en échange, je sais pas, là. On n'a pas expérimenté. Mais, puis ils venaient, puis ils posaient des questions, tu sais, ça te tente pas? Puis, je te plais pas? Je peux aller appeler ma cousine si tu veux. Puis c'est comme, non. Puis tu sais, à un moment donné, c'est que, OK, arrête, là. Non, ça me tente pas, je veux pas, non, je veux pas. Puis là, à un moment donné, Puis, comment on dit tapette, là, dans ce mot, c'est maricon. Puis je me rappelle, maricones! Puis elle criait en me pointant sur la place publique. J'étais comme,
Voyons. OK, c'est genre, elle a juste l'air d'une conne, là. C'est ça, puis il n'y a pas personne qui réagissait. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis Brent dit, je pense que ça veut dire tapette ou quelque chose comme ça. Elle dit, bon, c'est elle qui a la folle, c'est pas nous autres. Fait qu'elle criait ça, puis elle était fâchée parce qu'elle avait pas réussi à vouloir ce qu'elle voulait, je pense. Mais c'est la seule fois, là, tu sais. Puis je me dis, c'est pas dangereux, vraiment, là. Puis on n'a pas eu peur non plus. Puis je pense que si tu penses trop à ça, tu vas juste agir en ayant peur. Non, on est juste nous-mêmes, puis les gens ne nous posent pas de questions. La majorité des gens ne posent pas de questions. C'est sûr qu'il y aura des exceptions aussi, là. Ça, c'est le même partout, là. Mais est-ce que avant, parce que je sais que ça fait longtemps que tu voyages, est-ce que la mentalité par rapport à ça, tu as remarqué qu'elle a peut-être changé ou pas tant que ça? Je pense que oui. Que oui. Puis quand j'étais plus jeune, j'en parlais moins, tu sais. Et comme je dis souvent, maintenant, je vais te donner un exemple. Dernièrement, on reçoit un sondage à l'université, puis on nous demande, faites-vous partie d'une minorité? Donc, moi, je coche non, tu sais, je pense pas. Puis là, je regarde les catégories, puis là, il y avait orientation sexuelle, gay, etc. Donc, je fais ah oui, c'est vrai, je fais partie d'une minorité. J'y pense pas. C'est comme, j'y pense plus. Ça fait tellement normal dans ma vie que j'y pense pas. Puis même des fois, quand les gens me posent des questions, des fois, puis je dis toujours, ah oui, c'est vrai, il faut que j'y pense, parce que moi, j'y pense pas. C'est les autres qui y pensent, c'est pas moi. Ben c'est ça, faut que ça devienne la norme, là. C'est ça aussi. Ça devrait être tout le temps être ça, pas y penser. Puis, oui, ça, c'est pour toute différence, finalement. C'est juste de. Puis tout le monde a une différence par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Hein. Fait que c'est pour ça que je me dis tout le temps, je pense que mon attitude aussi, si je suis bien dans ma peau, puis que je fais pas un plat de ça ou j'essaie pas d'utiliser ça pour quelque chose ou non, je fais juste le vivre normalement. Puis si ça dérange les autres, bon, c'est leur problème. Mais s'ils viennent pas me le voir et me le dire, ben, c'est ça, garde-les pour toi. Oui. Puis juste le fait que tu l'oublies, genre que c'est juste toi, c'est une norme, ça veut dire que c'est une bonne chose, je pense, parce que tu l'acceptes, là. Puis t'es vraiment open, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai une famille en or. Tu sais, moi, mes parents, ils m'ont toujours bien appuyé. Ça les dérangeait pas. Moi, j'ai un oncle qui est gay. J'ai une cousine qui est lesbienne. Dans ma famille, c'est comme normal. J'ai grandi, j'ai vu mon oncle qui amenait son chum à la maison. Ça n'a jamais été un problème. Tu sais, j'avais peur, mais quand j'étais plus jeune, j'y pensais beaucoup. Tu sais, là, à l'adolescence, je pensais tout le temps à ça. Je me bloquais. Je parlais pas du monde parce que j'avais peur. Mais tu sais, un moment donné, quand tu fais ton coming out, puis tu sais, bon, j'étais chanceux parce que mon meilleur ami, c'était l'oncle d'Antoine, Eric. Puis Eric était gay lui aussi. On se l'a dit en même temps. Puis notre troisième meilleur ami, il était gay lui aussi. Fait qu'on était comme toutes gays, toute la gang. On se tenait ensemble depuis comme 5 ans. Puis on se l'était jamais dit. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, là. OK, c'est ça, c'est fait. Puis on arrête de niaiser, là. C'est ça. Fait que c'est sûrement deux que ça lui passe. La famille puis les amis. Tu sais, puis moi, j'ai une famille que ça n'a jamais été un problème non plus. Fait que ça fait une différence. Parce que je connais des gens pour qui c'est un gros problème pour leur famille. Puis même comme adulte, c'est dur là, à vivre ça parce que leur famille leur rappelle tout le temps qu'ils sont pas les bienvenus, que c'est pas correct ce qu'ils font, puis c'est tough pour eux autres. Fait que je pense que c'est toujours la famille qui fait une grosse différence. Les amis, ça aide, là, mais tu risques toujours à t'en faire des amis. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis avant, peut-être que les gens étaient moins informés sur ça. Fait que sûrement qu'il y en avait moins aussi, il y avait plus de monde fermé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, puis on est comme conscientisé. Parce qu'avant, le monde ne comprenait juste pas. Puis là, juste le fait que tu as une famille qui comprenait quand même dans ce temps-là, je pense que tu as quand même été chanceux. Là. C'est ça. Puis je pense aussi, puis maintenant, le monde s'ouvre, c'est pas juste les gays, là, il y a toute une variété. Puis il y a des bi, puis il y a des ci, puis des ça, puis il y en a plein d'autres. Fait que arrêtez de caser du monde dans des cases parce que ça peut même changer au cours de la vie. Fait que moi, ça n'a pas changé, là, mais ça peut changer. Fait que c'est ça que je me dis, cette ouverture-là qu'on a maintenant, je pense, nous fait réfléchir là-dessus. Puis bon, je veux dire, on en parle beaucoup, là, partout, là, mais n'empêche que je pense que le Québec, en général, était très précurseur parce que même petit,
dans les téléromans, il y avait des gays quand j'étais plus jeune. Fait que tu pouvais comme en parler. Maintenant, il y en a dans toutes les émissions, mais avant, il y en avait comme quelques-uns. Mais au Québec, il était précurseur. Il était vraiment dans les premiers à en mettre dans les téléromans, par exemple. Ouais. Mhm. Ah, c'est cool. Ouais. Oh, ben, je pense que il y a tout Il de va sujet dire- pour moi. On savait tellement qu'il allait dire ça. Il fait tout le temps ça. Quand il finit sa rubrique, c'est c'est tout pour moi. Toutes mes questions, je pense. Non, mais pour de vrai, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. J'ai vraiment eu l'impression que j'en ai appris beaucoup parce que, premièrement, je ne te connaissais pas. Tu sais, je savais t'étais qui, mais tu sais, c'est la première fois que je te parlais de vive voix comme ça. Tu sais, Oui. tu sais, je disais à Eric, tu sais, d'habitude, les personnes qu'on reçoit au podcast, je les ai toutes déjà entendues parler. Tu sais, je m'attends à toute leur vibe, qu'est-ce qu'ils dégagent. Puis toi, je ne savais pas tout. Fait que, tu sais, j'étais comme, ça va être comment, tu sais, je sais pas. Puis là, Eric, il disait, stresse pas avec ça, tout ça va bien aller. Mais ça a vraiment C'est vrai. bien découlé, là, tu sais. Ça fait Ouais. 1h45 qu'on parle. Là. Ah oui? OK. Ça a passé vite. Ouais, Mais ça vous a êtes passé. Puis vous êtes d'excellents animateurs. C'est-à-dire, vous avez une bonne chimie entre vous autres, c'est ça qui est le fun. Puis aussi, ben, je trouve que vous avez des bonnes questions. Puis vous coulez d'un sujet à l'autre naturellement. C'est vraiment bien fait. Tu m'avais envoyé des questions, puis je vois que tu as joué là-dedans, vous êtes allé naturellement, puis c'était vraiment très agréable d'être interviewé par vous autres. Ben, merci Ouais. beaucoup. Puis moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais, C'est vrai, c'est très cool. Puis merci Genre, de ben- m'avoir invité. c'est ça. Merci beaucoup. Puis on va t'envoyer le podcast quand il va être mis en ligne. Oui, Yes, puis merci sir. beaucoup. Puis je vous souhaite pas mal de succès là-dedans. Je pense que c'est une belle initiative que vous avez en ce moment. Puis d'interviewer toutes sortes de gens aussi, de pas Mhm. juste sélectionner comme juste des vedettes et tout ça. Je pense que c'est une très, très bonne idée parce que c'est ça qui va toucher le plus de personnes aussi. Là. C'est ça. Yes. Merci. Merci Merci beaucoup. Faites du beaucoup. bon travail. Merci. Bye bye, merci. Bye.